Donc ce soir, on accueille un intervenant prestigieux. Alors pour vous le présenter, c'est pas évident, alors je vais essayer comme ça. Si je devais décrire Julien Bobroff, c'est un peu un physicien, un peu un chercheur, une pincée aussi d'expert en vulgarisation scientifique et un enseignant aussi. Et bien, si vous mélangez vraiment tout ça, vous obtenez à peu près Julien Bobroff. C'est bien comme présentation. Ça met pas la pression, c'est bien. Non, non. Donc du coup, il va nous parler de physique quantique ce soir. Donc qu'est-ce que la physique quantique? Moi, j'en sais rien. Lui va nous l'expliquer. Donc voilà, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Julien Bobroff. Alors je commence par fermer le vidéoprojecteur, parce que je ne vais pas quand même dans un bar vous faire le truc du chercheur d'habitude où je sors le PowerPoint avec les 72 slides, les 48 bullets. Donc pour l'instant, je ne vais pas avoir besoin d'ordinateur. Merci d'être venu. Alors vraiment, je me souviens la première fois qu'il m'a contacté en me disant est-ce que tu veux faire un Pint of Science et tout. J'étais très surpris, je lui ai dit mais un mardi soir à Orsay dans un bar, je ne vois pas non plus beaucoup de monde venir entendre parler de physique quantique, donc c'est assez admirable parce que je ne pensais pas que des gens comme vous existiez. Voilà. Et moi-même qui suis souvent venu manger au gramophone, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais venir parler de physique quantique au gramophone. Je dois dire que c'est assez unique pour moi. Donc moi je suis prof ici, je suis chercheur à la fac, là-haut, je prends le RERB là tous les soirs. Je vais le reprendre ce soir, donc il ne faut pas qu'on finisse trop tard. Et je vais avant ça vous parler de physique quantique. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire un truc docte pendant des heures sur la physique quantique, et on pourrait partir et puis faire un exposé long et large sur la physique quantique. Je ne connais pas du tout votre niveau en sciences en général, donc on va supposer que vous connaissez absolument rien à rien. Je parle assez fort déjà ou pas? C'est bon? Tout le monde m'entend? Ouais. Donc comment ça va se passer? Je vais vous faire en 10 minutes la physique quantique, comme ça on sera débarrassé. D'accord? 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Et puis ensuite on fera la pause, et alors pendant la pause, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des objets dont vous êtes toujours demandé est-ce qu'ils sont quantiques, il faut me les amener. Voilà, ça va être de l'auscultation quantique ce soir. J'ai moi-même aussi emmené des objets au cas où il n'y en aurait pas assez, et au cas où les vôtres seraient nuls. Donc je vais récupérer vos objets. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez mettre votre nom pour ne pas vous les faire piquer par les autres. Et puis pendant la pause, on les installera là. On les numérotera de 1 à 20. Voilà, donc s'il y en a trop ou s'ils ne sont pas bien, je les rééliminerai, désolé. Et le quiz, parce qu'il y a un quiz, on m'a expliqué à Pint of Science. Donc voilà, moi ça c'est mon quiz. On va vous donner une feuille et vous allez passer devant les 20 objets, les uns après les autres, et mettre oui, non, est-ce qu'il est quantique ou pas quantique. Voilà. Puis après on fera la correction. Voilà, et ça sera la soirée. Et en corrigeant, j'essaierai de vous expliquer pourquoi les objets sont quantiques ou pas quantiques. Et on verra si vous êtes planté ou pas, et ça me permettra de vous raconter plein de choses sur la physique quantique. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous définir ce que c'est que la physique quantique en gros, pour que vous soyez capable quand même, quand vous allez voter, de voir si les objets sont quantiques ou pas quantiques. Alors la physique quantique, c'est toutes les lois de la physique qui apparaissent à toute petite échelle. En gros, dès que vous prenez un atome, dès que vous prenez une molécule, dès que vous prenez un noyau, donc un truc tout petit, typiquement 1 milliardième de mètre, 1 10 milliardième de mètre, là vous êtes à peu près sûr qu'il va suivre les lois de la physique quantique. Donc ce qu'on vous dit, c'est en gros abandonner tout ce que vous pensiez avoir su en physique, on va réinventer des nouvelles lois qui vont permettre de décrire la matière à toute petite échelle. Et la physique quantique, c'est ça, c'est les lois de la matière et de la nature à toute petite échelle. Alors évidemment, là quand j'ai dit ça, on peut arrêter la soirée à peu près maintenant, parce que ça veut dire qu'aucun des objets ne sera quantique. Ils n'ont aucune chance d'être quantiques parce qu'ils sont trop gros. Hein. Si je prends voilà, la tour de ce joli jeu d'échecs, elle est trop grosse, elle n'est pas quantique, elle ne fait pas 1 milliardième de mètre. Et vu que je soupçonne que peu d'entre vous soient venus avec leur atome, ils me le déposent délicatement sur la table, et même s'il y en a qui pouvaient le faire parce qu'ils travaillent avec un microscope à effet tunnel ou je ne sais quel objet bizarre, on sera incapable de le voir sur la table. Donc finalement, aucun des objets ne sera quantique parce qu'il ne subira pas les lois de la physique quantique en direct. Il faudrait qu'il soit bien plus petit. Et en plus, il faudrait qu'il soit un peu protégé. D'accord? Donc a priori, aucun des objets que vous avez amenés ne sera quantique. Alors on pourrait se dire, ah ouais, mais attention, si un objet comme celui-ci, là, cette belle tour en bois, est composé d'atomes, et que chaque atome est quantique, on peut dire que cet objet est quantique. Et dans ce cas-là, on peut aussi s'arrêter maintenant, parce que tous vos objets seront quantiques, alors vraiment tous, parce qu'ils sont tous composés en gros d'atomes, d'électrons, peut-être de grains de lumière, je ne sais pas ce que vous avez amené ou pas amené, mais en gros tout sera quantique et on peut s'arrêter. Donc maintenant je vais vous donner ma définition pour la soirée de ce que je vais appeler objet quantique. C'est ça qui va faire que vous allez gagner ou pas le quiz. Et il y a des cadeaux pour le quiz en plus, donc vraiment faut pas... Voilà, c'est votre motivation de la soirée. Hein. Donc pour moi, je vais dire qu'un objet est quantique en regardant une de ses propriétés. Donc ça ne veut rien dire une tour en bois quantique ou pas quantique, je vais m'intéresser à une de ses propriétés, par exemple, j'en sais rien, son poids. Voilà, son poids. Okay. Donc je vais avoir un petit post-it où il y aura écrit poids en dessous. D'accord? Et il va falloir me dire si le poids est quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il faut me dire si on était capable d'expliquer le poids de cette tour et pourquoi elle avait un poids à la fin du 19e siècle, avant qu'on ait inventé la physique quantique.
Ou alors, est-ce que la propriété en question, le poids de cette tour, ne peut être compris que grâce à la physique quantique. Voilà, ça c'est ma définition d'un objet quantique. Donc c'est pas un objet quantique, c'est la propriété, une des propriétés d'un objet quantique. Cette tour en bois, elle a plein de propriétés, hein. Elle est solide par exemple, elle est marron, elle est en bois, elle peut brûler. Voilà, je prends une des propriétés et je me dis est-ce qu'elle est quantique ou pas cette propriété. Donc je vous redis ma définition, hein, c'est pour moi une propriété est quantique si je ne peux l'expliquer qu'avec la physique quantique. Est-ce que ça semble clair à tout le monde? Alors, on va imaginer deux objets juste pour voir si vous êtes au point. Donc imaginez par exemple la mousse d'une bière. Voilà, je prends une bière là et puis j'imagine la mousse au-dessus. J'aimerais savoir si la propriété mousseuse, hein, le fait que ça fasse des petites bulles et que ça soit mousseux, est-ce que ça pour vous c'est quantique ou pas? Alors ça n'est pas dans le quiz, vous pouvez y aller. Qui vote pour quantique? Un ici. Faut tenter sa chance quand personne ne vote. Tu dis si par hasard j'ai bon quand même, là c'est la classe quoi. Et qui vote pour pas quantique? Vous n'avez pas le droit de vous abstenir, hein, je vous dis à l'avance. Hein. Non, c'est pas quantique du tout. Non, les bulles, on peut les expliquer avec un peu de gaz, un peu de machin, ça gonfle. Ah pareil, on pourrait me dire, ah ouais mais si, parce que le gaz, peut-être les atomes dedans. Non. La propriété mousse, c'est pas quantique, et on s'arrête là. Exemple d'un objet quantique maintenant. Imaginez que dans ma poche, j'ai un bout de radium. Alors je n'ai pas de bout de radium dans ma poche. Du radium radioactif, hein, le bon gros truc, Marie Curie, ça fluore et tout, c'est vert, c'est très inquiétant. À l'époque, vous savez, on mettait ça sur les aiguilles de montre. Hein. Il y a eu des générations d'ouvriers et d'ouvrières en fait qui sont mortes comme ça parce que elles faisaient j'ai appris ça, elles faisaient les aiguilles des montres avec un pinceau trempé dans du radium et qu'elles léchaient pour faire la pointe du pinceau. Pas bon ça. Hein. Donc le radium, et je ne vais pas m'intéresser à sa forme, je ne vais pas m'intéresser à son volume par exemple, je vais m'intéresser à sa radioactivité. Est-ce que ça c'est quantique ou pas? Ouais, quantique. Alors bien quantique, la radioactivité, désintégration du noyau, complètement quantique. Quand ça se désintègre, c'est aléatoire, c'est de la physique quantique pure et dure. Je ne pouvais pas comprendre la radioactivité avant la physique quantique. C'est clair pour tout le monde? Ok. Alors avant de faire ça et de faire la pause, je vais quand même vous expliquer ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire juste de vous dire c'est quantique ou pas quantique. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'a permis de comprendre et ce qu'a dit la physique quantique des objets tout petits. Alors, ce que dit la physique quantique, disons le truc le plus important à retenir de toute la soirée, c'est que la physique quantique vous dit qu'un objet quantique, imaginons que ça soit un atome, en gros, eh bien, ça va subir ce qu'on appelle la dualité onde-particule. C'est-à-dire que cet objet va être à la fois une particule, un atome comme une petite bille, et une sorte d'onde, un peu comme une vague dans la mer. Alors une onde d'un style très particulier, c'est une onde qui est là, qui occupe tout un territoire, un peu comme une vague pour le coup, et on appelle ça une onde de probabilité de présence. Donc déjà le nom fait un peu peur, à nos étudiants en tous les cas en général ça fait peur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre atome il est un peu à plein d'endroits à la fois, il n'a pas choisi. Alors c'est pas juste qu'il va vite et qu'il se balade dans un nuage, non, c'est qu'il est vraiment un peu partout à la fois. Il a une probabilité de présence, alors pas partout dans l'univers, hein, partout dans un certain territoire. Donc par exemple, voilà une boule comme ça. Vous imaginez votre atome, là c'est une espèce de boule un peu évanescente, un peu partout à la fois. Ça c'est son côté ondulatoire, on va dire. Nous on parle de fonction d'onde quantique. Et si vous essayez de le mesurer, ou si vous essayez de le balancer sur un écran, ou si vous essayez de lui faire quelque chose, en général il va se réduire hein, soudainement. Ou un électron par exemple, il va se réduire soudainement en un point, et ça va être son côté particule. Donc c'est les deux à la fois selon ce que vous lui faites et selon la façon dont vous le regardez. Ça c'est déjà très troublant, ça a été très troublant pour les physiciens, parce que les physiciens quand on leur dit ça dépend de la façon dont vous regardez, ils disent on arrête quoi. Nous notre job justement, c'est regarder une expérience, pouvoir la faire, que n'importe qui dans le monde puisse la refaire et la reproduire. Donc si on commence à me dire selon la façon dont je regarde, c'est plus de la science. Alors en l'occurrence si, on a réussi à très bien caractériser et comprendre ça, mais en l'occurrence, là il faut l'accepter, un objet quantique, au moment où j'interagis avec lui, ça change un peu sa nature. Alors il y a plein d'expériences pour montrer ça, je ne vais pas vous les faire en long et en large, je vais juste vous en décrire une qui est l'expérience de base, qui est l'expérience des fentes Young. Alors les fentes Young, c'est la manière de voir si un objet est une onde ou un corps. Donc vous prenez un mur, vous le voyez, hein, et vous prenez deux fentes que vous taillez dans le mur, très très fines. Okay, et vous balancez l'objet dont vous ne savez pas si c'est un corps ou une onde sur ce mur. Alors ça c'est une très bonne expérience pour le physicien, pourquoi? Parce que l'objet arrive, alors si c'est un corps c'est facile, il passe ou il passe pas, dans cette fente-là ou cette fente-là. Donc si vous mettez un écran derrière et que vous regardez, vous allez choper des impacts en gros en face des fentes. D'accord? Et si vous tirez un peu n'importe comment dans tous les angles, bah, de temps en temps les balles passent et de temps en temps elles ne passent pas. Et si vous regardez sur l'écran, vous voyez des points et ça vous dit que c'est des particules. Ok jusque-là? Il faut que je vous vois réagir parce qu'en plus avec la bière, je sens bien qu'à un moment donné ça va s'assouplir. Si c'est une onde, si c'est pas un corps mais que c'est une onde et que vous la balancez, imaginez une petite vague. Alors pour ceux qui ont déjà vu ça dans un port ou dans un aquarium, quand vous envoyez une vague sur une fente, elle passe et ça réémet une petite vague derrière.
D'accord? Alors c'est ça l'astuce d'avoir mis deux fentes, parce que jusqu'à présent les deux fentes elles servent vraiment à rien, mais si vous avez mis deux fentes, votre onde arrive et ça émet deux petites vagues. Vous les voyez les vagues là qui partent? Vous voyez, elles partent chacune de la fente, si vous les voyez, elles partent chacune comme ça, et au bout d'un moment, sinon vous allez me faire regretter le PowerPoint et vous allez avoir droit au PowerPoint. Hein. Elles partent comme ça, et à un moment donné, elles se superposent. D'accord? Et en se superposant, bah, ça dépend, si elle était en haut et elle en haut, les deux s'additionnent. Si elle était en bas, elle en haut, elle se soustrait, etc. Donc à la fin, vous allez avoir deux vagues qui se mélangent, et si vous mettez un écran ici, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura un haut, à un moment donné, un bas. On s'est montré ça mathématiquement de façon très savante, on appelle ça des interférences. Donc à la fin, en gros, les vagues arrivent sur votre écran, et de temps en temps, il y en a beaucoup, de temps en temps, pas beaucoup. Beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, pas beaucoup. On appelle ça les franges d'interférence. Alors ça, on peut le faire, on prend un rayon laser, on met deux fentes qu'on taille avec un rasoir très fin, on éclaire, et derrière, vous allez voir des franges d'interférence. Vous ne verrez pas l'ombre portée des fentes, vous verrez des franges. Ça vous dit que la lumière est une onde. Donc là, vous avez l'expérience parfaite, vous mettez un écran, vous prenez l'atome, vous le balancez sur les deux fentes, vous regardez derrière, si vous voyez un impact, c'est une particule. Si vous voyez des franges, c'est une onde. Eh bien, si vous faites l'expérience en physique quantique et que vous balancez vos atomes sur les fentes, vous voyez derrière des points, des impacts, donc vous vous dites, ah bah c'est des particules, et quand vous regardez un petit peu comme ça et que vous plissez un peu les yeux, vous voyez apparaître des franges. Les impacts ont dessiné des franges. Donc vos atomes sont à la fois des ondes et des particules. Et ils se sont tous mis d'accord pour faire la bonne figure à la fin, pour vous troubler. Voilà, vous tenez encore le coup là? Là vous vous dites, oh là là, j'aurais dû venir lundi soir ou mercredi soir finalement. Je regrette la physique quantique. Bon alors, quelles conséquences ça va avoir ça? Donc, souvenez-vous maintenant, n'importe quel objet quantique, si vous le protégez relativement, s'il est relativement petit, va être à la fois un corps et une onde. Et ça va entraîner toutes les propriétés de la physique quantique. Je vous en donne une par exemple qui est cruciale. Vous prenez maintenant cet objet quantique, prenez un électron par exemple, c'est bien quantique un électron, donc corps et onde, et vous le mettez dans une boîte. D'accord? Je prends mon électron, je le mets dans une boîte. Alors ça, c'est une conséquence immédiate pour les gens qui ont fait ça déjà dans un aquarium, par exemple, donc ils tapent un peu dans un aquarium comme ça, il y a des vagues qui apparaissent, pas n'importe quelle vague. Pourquoi? Parce qu'il y a les bords de la boîte, les bords de l'aquarium, et donc votre onde, elle va aller là, elle tape sur cette boîte, elle repart là, elle tape de l'autre côté, elle revient, et à force, elle se superpose à elle-même, et ça fait qu'il ne peut pas apparaître n'importe quelle forme. Alors les physiciens, en général, ils aiment faire ça avec des cordes, ils mettent des cordes, et puis ils font comme ça, ils font vibrer, on se rend compte que la corde n'a pas n'importe quelle forme, elle ne vibre pas n'importe comment. Et donc quand on fait ça avec la corde, c'est juste que moi je suis une paroi de l'aquarium, et de l'autre côté, le type qui tient la corde est une autre paroi. Je fais rebondir une onde. Donc votre aquarium, en gros, si vous mettez un objet quantique dedans, il va adopter une forme qui ne sera pas quelconque. Alors c'est facile en général ce qu'il va faire, hein, imaginez il y a une boîte comme ça, vous les voyez les deux parois là. Alors la forme la plus simple qu'il va faire c'est ça, une bosse. En général il essaie de s'annuler sur les bords, donc il fait une bosse comme ça, ou alors il fait deux bosses. Là, vous les voyez, elles sont comme ça. Ou alors il en fait trois, et puis après il fait des sortes de mouvements comme ça. D'accord? Donc une bosse, il sait faire. Deux bosses. Là, je vais commencer à avoir du mal avec trois bosses. Trois bosses. Bon, quatre bosses, etc. Il peut faire un nombre infini de bosses, donc il a droit à un nombre infini de formes. Mais il n'a pas le droit à toutes les formes. Par exemple, il ne sait pas faire une bosse et demie. Il ne sait pas faire une bosse et demie parce que ça colle mal sur les bords. Donc si vous mettez cet électron dans une boîte, il n'a pas le droit à toutes les formes. Il n'a le droit qu'à certaines formes. On pourrait se dire, et alors? Mais alors déjà, ça c'est super troublant. Parce que le physicien, il n'a pas l'habitude de ça, il a l'habitude d'un monde assez continu. C'est assez rare qu'on ait un truc très discontinu qui ait le droit que à certaines formes. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que votre électron qui est dans sa boîte, si vous l'excitez, si vous le titillez, il passera soudainement d'une forme à une autre forme. Une bosse, pouf, deux bosses, pouf, trois bosses, pouf, deux bosses, etc. Ça va être très discontinu, et chacune de ces formes, elle a une certaine énergie, elle a une certaine vitesse. Et donc, on va dire que l'électron est quantifié. C'est ça le mot quantification, quantique, ça vient de là. Il n'a le droit qu'à certaines formes, certaines vitesses, certaines énergies. Pour se dire, et alors, eh ben ça c'est super troublant. Hein. Si mon RERB là, il était quantifié, je ne le verrais avancer qu'à 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h. Il serait incapable d'avoir une vitesse intermédiaire. Il n'accélérerait pas délicatement de 20 à 30 km/h. Il passerait super soudainement de 20 à 30 km/h. Première conséquence hyper troublante. Deuxième conséquence, le voilà. Il est quantique. Certainement, il est assez discontinu, hein, pour ceux qui ont l'habitude du RERB. Deuxième propriété remarquable, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il bouge toujours un petit peu. Ça, c'est lié à plein de propriétés de physique quantique. Physique quantique, un objet n'est jamais parfaitement immobile. Même au zéro absolu, un objet continue à bouger très légèrement. Donc là, maintenant, je suis en train de vous dire plein de trucs à la fois. C'est une onde et une particule à la fois. Il a des vitesses ou des énergies, on va dire, quantifiées. Il n'a droit qu'à certaines formes. Il n'est jamais complètement immobile. Et je pourrais en rajouter plein et plein et plein. Le fait que dès le début, on ait cette espèce d'objet hyper étrange qui est à la fois une particule et une onde, va créer plein de propriétés tout à fait étonnantes qu'on va observer à chaque fois que cet objet sera dans la matière, par exemple.
Alors, vous allez me dire, bon mais alors pourquoi est-ce que ma tour, elle n'est pas soudainement une onde et un corps, et pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas doup, comme vous me l'avez dit, etc. La tour, elle est vraiment comme on en a l'habitude, quoi, un objet classique. On parle de physique classique dans ces cas. Alors la raison à ça, c'est que cette tour, elle est composée de quelques milliards d'atomes. D'accord? Et les atomes, quand ils sont tous ensemble, tous bien serrés les uns sur les autres, on va dire qu'ils s'empêchent d'être trop quantiques. Chacun, au sein de sa petite boîte, il est quantique. Hein, l'électron dans l'atome, il est enfermé dans une boîte, il se sent bien quantique, il a certaines formes et tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais tous les atomes se tenant et se touchant tous les uns les autres, à la fin, ça fait que globalement, ce gros objet, on parle de couplage à l'environnement, on a plein de façons savantes de le dire, lui, il n'a plus aucune chance d'être quantique. Ou alors, il faudrait vraiment que je le mette très près du zéro absolu, dans un cryostat, dans un labo là-haut, probablement dans un ultra-vide, dans le noir. Et là, j'ai peut-être de vagues chances qu'il devienne quantique. D'accord? On a réussi à faire ça avec un truc qui avait l'épaisseur d'un cheveu, et c'est le record du monde. Et c'est déjà pas mal. On a réussi à prendre un cheveu et à le mettre dans 2 états quantiques à la fois, et waouh, c'était incroyable. Et c'était dans le noir, à 0,02 degrés du zéro absolu, enfin dans des conditions assez extrêmes. Bon, c'est quand même incroyable, parce qu'un objet quantique, ça fait des trucs marrants. Par exemple, je vous ai dit qu'il n'a droit qu'à certaines formes. Donc imaginez que votre tour, ça puisse être soit une tour, soit une dame, soit un roi, et rien d'autre. D'accord? Et ça saute soudainement d'une forme à l'autre. Bon, déjà troublant. Mais le truc super marrant qu'on peut faire avec la physique quantique, c'est que, bon, elle vous contraint d'une certaine manière, mais d'autre manière, elle vous dit, bon, il y a des trucs que vous avez le droit de faire que vous ne pourriez pas faire normalement. Par exemple, je peux être dans 2 états à la fois. Du moment que ce soit parmi les états auxquels j'ai le droit, je peux être dans 2 états à la fois. Donc votre tour, elle peut être à la fois tour et dame. Donc en l'occurrence, l'expérience avec le cheveu, donc c'était un cheveu métallique, hein, ils ont réussi à la fois à le faire vibrer et ne pas le faire vibrer. Quand même, la classe. Hein. Donc il y avait le cheveu, ils ont réussi à le faire vibrer comme une balançoire, ils ont mesuré qu'il vibrait. Après, ils ont réussi à l'arrêter, il s'est arrêté. Et après, ils ont réussi à l'exciter de façon quantique, et soudain, il s'est mis à vibrer et ne pas vibrer en même temps. Donc il était, on peut le dire, quasiment à 2 endroits à la fois, au même moment. Voilà. Quelle heure il est, là? On est bon, là, on a fait les 15 minutes, là. On a fait un cours de quantique anti, à peu près, en combien? À peine. Je continue, hein, moi. Hein. Non, je continue pas. Après, ce que je vais faire, donc, vous allez m'amener tous les objets que vous voulez, mais l'objet, il ne me suffit pas. L'idéal, c'est si vous me dites la propriété qui vous intéresse dans l'objet. Bon, si vous n'avez pas d'idée, vous me donnez juste l'objet, et c'est moi qui écrirai une propriété, ou alors si j'aime pas l'objet, je le laisserai tomber. D'accord? Donc, moi, j'ai pris mes objets, je vais prendre les vôtres, on va trier, on va s'en donner 20, vous allez avoir le questionnaire, il faudra répondre quantique, pas quantique. D'accord? Et après, ce que je vais faire, c'est, en prenant différents groupes d'objets, c'est de vous expliquer pourquoi ils sont quantiques ou pas quantiques, et ça va me permettre de vous expliquer maintenant comment certaines propriétés quantiques se reflètent dans la vie de tous les jours. Alors, malheureusement, vous n'aurez pas le cheveu qui vibre et ne vibre pas à la fois. Ça, je ne saurais pas le faire là devant vous ce soir. Mais on va voir sur certains objets que leurs propriétés, qu'on pourrait penser complètement anodines, sont en fait purement gouvernées par la physique quantique. Et d'autres, pas du tout. Donc là, moi, je m'arrête là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de donner les objets, si vous avez des objets que vous voulez tester, ou le truc sur la table, ou n'importe quoi. Et moi, je vais trier après les objets, je mettrai des post-it devant. Et vous aurez une feuille, et à chaque fois, en face du numéro, vous mettez oui, non. Les paillettes, là, mais je suis un foutu de savoir ce que c'est que ces paillettes, quoi. C'est des paillettes, ok. Des paillettes, et puis je sais pas ce que je vais en faire, très bien, ça marche. Ah ouais, du Doliprane, c'est bien ça. C'est ça? Ah, Doliprane, t'as vu un peu l'œil de l'expert? Ok. Tout le monde y est? Ok. Premier objet, non, c'est pas le Mac. Premier objet, ce magnifique cristal métallique trouvé dans une mine, je sais pas quoi. Et ma question, c'est le poids de ce machin métallique. Voilà. Est-ce que c'est quantique ou pas? C'est une pyrite, ouais. Vous le voyez, le liquide noir, là? Alors, c'est un liquide qui a des propriétés assez remarquables, et notamment des propriétés magnétiques. Quand on approche un aimant de ce liquide, est-ce que vous voyez? Vous voyez le petit aimant qui est dans ma main? Ça fait des pointes. Ça fait un hérisson. Vous le voyez, le hérisson? Est-ce que les pointes sont quantiques? Est-ce que le fait qu'il y ait des pointes, ça, c'est quantique ou pas? Vous pourrez revenir jouer avec ça, faites gaffe, il est en vert, ne le faites pas tomber par terre. J'ai fait les 20 là. Donc vous pouvez revenir voir les objets, je pense que c'est bien de se rendre compte en vrai, hein, on sent mieux la quantique au bout des doigts. Je vous en rappelle, hein, je vous le fais vite. 1, poids du cristal. 2, solidité d'un bout de métal. 3, la viscosité d'un shampoing. 4, le principe actif du Doliprane. 5, la couleur d'un bout de quartz. Bah, vous voyez rien en fait, hein. Je recommence ma bêtise. 5, la couleur du bout de quartz. 6, la couleur de ce cristal de sel. 7, le principe d'une loupe. 8, un magnifique stylo fluo. 9, de sublime détransparent. 10, une très très belle pile alcaline.
11, de l'air. 12, un aimant. 13, une boussole. 14, du plastique. 15, une batterie au lithium. 16, des haut-parleurs. 17, un pointeur laser. 18, une LED. 19, une puce. Et 20, du ferrofluide. Il y en a qui veulent voir le ferrofluide, qui veulent voir des objets. Ferrofluide. Donc, ah, mais je réponds rien. Ah ben non, sinon ça serait trop facile. Vas-y, fais passer, fais passer. Ah non. Alors là maintenant, vous allez prendre toutes les feuilles de votre table et la filer à la table voisine. Alors déjà, vous avez le droit, hein, si c'est mal présenté, s'il y a des ratures, vous mettez -1. Ils font comme ça hein, dans l'éducation nationale. On y va? Ok, c'est parti. Alors, le poids du cristal. D'accord? Donc, qui a répondu oui? C'est assez équilibré. La moitié ont répondu oui. Alors, la réponse est non. Non, pas du tout. Le poids de la matière, c'est juste le nombre d'atomes qu'il y a dedans. Le poids des atomes, c'est en gros leur noyau et combien ça pèse. Et c'est tout. Ouais, alors m'emmerdez pas à chaque fois en me disant « Oui, mais maman, parce que... » C'est ma réponse. Et c'est la réponse officielle de Pint of Science ce soir. Et puis si on se pose des questions sur la gravité, c'est pas trop quantique. On aurait des problèmes s'il fallait faire de la quantique avec la gravité, mais en gros, voilà, c'est tiré par la Terre. Si on va aller 1 degré au-delà, c'est la relativité générale qui a courbé l'espace et qui fait que le truc est tiré vers le bas. Mais c'est pas de la quantique. Le poids d'un objet n'a pas grand-chose à voir avec la quantique. Alors après, on pourrait me dire, oui, mais les atomes, ils tiennent grâce à la quantique et tout. Oui, mais on a déjà éliminé toutes ces histoires-là tout à l'heure. Souvenez-vous, je m'intéresse juste à cette propriété-là. En l'occurrence, cette propriété-là, si je veux savoir le poids de ce truc, il faut que je connaisse le nombre d'atomes qu'il y a dedans, le poids de chaque atome, j'additionne et c'est fini. D'accord? Si je veux connaître sa densité, il faut que je connaisse la distance entre deux atomes. Bon, alors la distance entre deux atomes là-dedans, c'est en gros 2 angstroms, 2 10 milliardièmes de mètre, et puis voilà. Donc là, la réponse était non. Je vois la déprime chez certains d'entre vous. Et croyez-moi, c'est pas fini. Ça se trouve, ça va être 20 non. Ça serait assez drôle, hein. Parce qu'on me sent taquin ce soir en plus, donc on peut se dire. Alors, la solidité d'un bout de métal. Qui a répondu oui à la solidité d'un bout de métal? C'est hyper équilibré, à chaque fois c'est moitié-moitié, quoi. Vous prenez beaucoup de risques. Ça dépend qui a répondu quoi. Alors, la solidité d'un bout de métal, alors oui, ça c'est carrément quantique. Alors, soyons clairs, hein. Ouais, là vous allez me dire, mais non, pas tout à fait, mais si, mais non, mais si, mais non. La solidité, c'est ce qui fait que je ne peux pas faire passer ma main à travers et que c'est dur. C'est ça, hein, la solidité. La solidité d'être stable, c'est que mes doigts ne passent pas à travers la table. Vous êtes d'accord jusque-là? Ouais. Alors ça c'est vraiment quantique. Ça, on ne savait pas l'expliquer début du XXe siècle. On ne comprenait pas pourquoi, quand je fais cette expérience, la pièce ne traverse pas ma main. Parce que ce qu'on savait relativement bien début du XXe siècle, c'était la structure de la matière. La structure de la matière, c'est des atomes les uns à côté des autres. Et un atome, on avait commencé à comprendre ce que c'était. On avait compris qu'il y avait un noyau au milieu et des électrons autour. Et que le noyau, il était très lourd et très petit. Et les électrons très légers, très vaporeux, on n'avait pas bien compris qu'ils étaient quantiques, mais ils étaient là. Le noyau, gardez cet ordre de grandeur en tête. Votre atome, c'est ça. Vous avez vu, vous imaginez votre boule avec les électrons et le noyau. Le noyau, il fait 1/100 millième du diamètre de l'atome. Il est ridiculement petit. Ridicule, c'est même pas un petit poids à cette échelle-là. C'est vraiment ridicule. D'accord? Donc en gros, mon atome, c'est 99% de vide. Et le vrai chiffre, c'est même 99,9% de vide. C'est que du vide. Il y a un pauvre électron ridicule qui a quasiment pas de poids. Tout le poids est au milieu dans 1/100 millième du volume de cet objet-là. Même pas 1/100 millième du diamètre. D'accord? Donc normalement, les atomes, c'est que du vide. J'aurais vraiment pas de bol si tous les noyaux de ce bout de métal tombaient en face des noyaux de mes atomes de ma main. Donc normalement, ils devraient passer à travers, littéralement. Il n'y a aucune raison que ça se tienne. Alors là, après, si on est malin, on peut dire, ouais, mais peut-être qu'il y a des lois de chimie qui font que les atomes du métal n'aiment pas les atomes de ma main. Et là, je vais vous faire une deuxième expérience encore plus bouleversante. Là, j'ai pris les mêmes atomes des deux côtés. De la main, je prends les mêmes atomes, ils ne passent pas à travers. Ils ne passent pas à travers. Et d'ailleurs, ma main, elle ne s'effondre pas soudainement. Hein. Le doigt ne passe pas à travers l'autre doigt, etc., etc. Mais ça, c'était un petit problème pour les physiciens, il faut bien le dire, début du XXe siècle. Pourquoi la quantique a permis de répondre à ça? Parce que ce que vous dit la quantique, c'est que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était vrai. Le noyau est ridiculement petit, les électrons sont autour, occupent très très peu de masse. Mais les électrons sont des particules quantiques et ils ont une propriété en plus que je ne vous avais pas dite. Ce sont des fermions.
Il se trouve qu'en physique quantique, il y a deux types de particules, il y a les bosons et les fermions. Et les fermions, ils ont une particularité, ils n'aiment pas cohabiter au même endroit dans le même état. Vous ne pouvez pas me mettre deux électrons au même endroit qui sont exactement identiques, qui ont la même forme. Vous vous souvenez, je vous parlais de la forme tout à l'heure dans l'aquarium. Alors là, l'aquarium, c'est quoi? C'est l'atome. En fait, l'atome, c'est une boîte. Alors pourquoi c'est une boîte? C'est parce qu'au milieu, il y a un noyau qui est électrique. Il est positif, le noyau. Ça rappelle sûrement des souvenirs à certains, même si vous avez fait de la science il y a longtemps. Le noyau, c'est des protons et des neutrons, c'est positif. Et autour, les électrons, ils sont négatifs. Donc le noyau, il retient les électrons autour de lui. Il les attire. D'ailleurs, on pourrait se dire, mais tiens, c'est bizarre, il devrait les attirer, il devrait aller s'effondrer sur le noyau immédiatement. Ils sont positifs, il est négatif, plus ça tire moins, ça devrait schtoumpf. Et d'ailleurs, si vous êtes au début du XXe siècle, vous avez des gros problèmes parce qu'en tant que physicien, vous vous dites, alors je vais faire un petit calcul, au bout de combien de temps les électrons vont toucher le noyau et vont s'effondrer sur le noyau. Et en gros, en 10 puissance moins 12 secondes, tout l'univers devrait s'effondrer. Ça ne devrait pas tenir un atome. C'est même pas que ça ne devrait pas passer à travers, c'est que ça ne devrait pas tenir. Mais l'électron, ce n'est pas une petite bille qui tourne autour du noyau et qui va s'effondrer sur le noyau. L'électron, c'est une vague, une onde, une fonction d'onde quantique qui occupe tout un espace. Et je vous ai dit qu'elle a le droit qu'à certaines formes. Et elle n'a pas le droit à la forme où elle s'effondre sur le noyau. La forme à laquelle elle a droit, la forme la plus simple, c'est une sphère. Ça, c'est l'atome d'hydrogène. Il y a le petit noyau au milieu et puis la sphère électron partout autour. Elle n'est pas capable de s'effondrer, un peu comme le RER n'est pas capable de s'immobiliser, vous vous souvenez tout à l'heure. On appelle ça l'état fondamental, c'est son énergie la plus basse, mais ce n'est pas immobile complètement et ce n'est pas en un seul point. Ça occupe tout un espace. Puis je vous ai dit que cette espèce de sphère électron, là, on va appeler ça une orbitale S si on veut faire chic. Cette sphère électron, là, de mon atome d'hydrogène, je lui amène un deuxième atome d'hydrogène en face. Et je vous ai dit que c'était un fermion et que deux fermions ne peuvent pas être au même endroit dans le même état. Donc si je mets un deuxième atome d'hydrogène, il ne peut pas passer à travers le premier. C'est pas du tout parce que les noyaux veulent s'éviter et tout, ils s'en foutent complètement les noyaux les uns des autres. C'est parce que les deux électrons ne peuvent pas s'interpénétrer à cause de ce principe. On appelle ça le principe d'exclusion de Pauli. Très chic. Donc ce principe-là vous dit, ma main ne peut pas passer à travers mon autre main parce qu'elles sont faites d'atomes qui contiennent tous des électrons. On pourrait dire, oui, mais si les électrons étaient différents, peut-être qu'ils passeraient à travers, mais alors non. Parce qu'il y a la classification périodique qui vous dit, on ne les met pas n'importe comment, les électrons, on les met tous toujours de la même manière. Donc vous avez toujours le premier, le deuxième, le troisième, qui ont toujours les mêmes formes. Il y a toute une orthographe, une grammaire de formes. Et donc tous les atomes dans l'univers ont toujours un peu les mêmes électrons dedans. Et donc ils n'arrivent pas à s'interpénétrer. La solidité de cette pièce de métal est due au principe d'exclusion de Pauli. La solidité de la matière autour de vous est une propriété purement quantique. Rien que pour ça, moi je crois que vous n'avez pas perdu votre soirée, quoi. Mais nous ne sommes pas au bout de notre surprise. Alors, la viscosité du shampoing, qui a répondu oui? Alors, non. Non, non. Là, la viscosité du shampoing, on est vraiment dans la mécanique des fluides et la physique de la matière molle. Ça va se caractériser par des tas de propriétés élastiques, de propriétés mécaniques. Il y a tout un domaine de la science passionnant autour de ça, qui se fout complètement pour l'essentiel de la physique quantique. Donc non. Ouais, mais on n'est qu'à la troisième question. On arrive au doliprane. Donc, ce qui fait tenir la molécule soigneuse dans le doliprane, et ce qui fait le principe actif, et ce qui fait que les atomes s'accrochent les uns aux autres. Est-ce que ça, d'après vous, c'est quantique ou pas? Quantique? Qui vote oui? Oh là là, grosse déprime pour le doliprane, là. Ah bah ouais, non mais c'est carrément quantique, là. La chimie, c'est purement quantique. Fallait répondre oui, là. Toute la chimie, tout ce qui tient les molécules, tout ce qui fait les règles de la chimie, pourquoi vous allez accrocher un atome de carbone à un atome d'hydrogène ou d'oxygène, c'est purement quantique. Alors on vous le présente en vous disant que c'est pas quantique parce que c'est le prof de chimie, mais vous ne faites pas avoir. Comment un prof de chimie sait que soudain le carbone il a envie de se mettre avec l'hydrogène ou avec l'oxygène et tout et tout? Mon carbone, je vous ai dit au début, c'est un objet, mais alors il n'y a pas plus quantique. Donc un carbone et un hydrogène, comment ils veulent se mettre ensemble? Là je ne peux pas dire oh mais non c'est classique et tout, on est vraiment à l'échelle du quantique. Qu'est-ce qui fait les liaisons chimiques? Qui fait que deux atomes s'accrochent ou pas? On ne l'a compris que dans les années 20, 30, 40, avec des gens comme Pauling par exemple, où soudain la chimie est devenue de la physique quantique. On parle de chimie quantique par exemple. Je vais vous donner un exemple. La liaison covalente, ce qui fait que deux atomes se tiennent, par exemple, deux carbones se tiennent dans du diamant ou dans du charbon. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut regarder les électrons qu'ils ont, et ils aiment avoir une certaine configuration d'électrons, et donc ce qu'ils vont faire, c'est un truc vicieux, ils vont prendre leurs ondes d'électrons, et ils vont les faire se recouvrir légèrement, on parle de covalence, ils vont les faire baver l'une sur l'autre, vous pouvez toujours vous accrocher pour faire ça avec des billes d'électrons, il faut que ce soit des ondes, et ces espèces d'ondes, on va parler d'orbitales, vont légèrement se superposer, baver l'une sur l'autre et se tenir comme ça, en se partageant les électrons. Et chacun va faire semblant qu'il a l'électron du voisin avec lui parce qu'il est plus heureux comme ça. Le carbone a envie d'avoir l'électron en plus du voisin, et donc chacun va faire semblant de partager. Il serait incapable de faire ça si les électrons étaient classiques. Et c'est même mieux que ça, pour calculer la force d'une fonction chimique, d'une liaison chimique, vous n'avez pas le choix. Alors, vous pouvez essayer de la mesurer avec plein de techniques, mais si vous voulez la calculer théoriquement, il vous faut de la physique quantique. Prenez un atome, un deuxième atome, vous les approchez, vous calculez l'énergie, vous trouvez la liaison chimique.
Donc toute la chimie est purement quantique. Alors après, on peut tricher. On peut dire, oui, mais moi, mes cours de quantique, c'était il y a longtemps, donnez-moi la valeur de la liaison chimique, et maintenant, je vais vous faire de la chimie en dessinant des molécules et tout, et je me fous complètement que derrière, il y a une orbitale. Certes. Mais pour comprendre comment des atomes s'accrochent dans une orbitale, vous n'échappez pas à la physique quantique. Et il y a maintenant des gens qui savent calculer dans les laboratoires, avec des ordinateurs très très perfectionnés, qui savent faire des calculs pour comprendre des molécules, comprendre si elles vont tenir ou pas, faire une sorte de chimie dans l'ordinateur avant de la faire en vrai, vous voyez, la simuler en ordinateur. Et si vous voulez simuler de la chimie, vous avez intérêt à avoir des très très bons logiciels de physique quantique dans votre ordinateur. Le silence là. En fait, vous vous foutez complètement de ce que je parle, de ce que je dis. Je pense que vous réfléchissez à votre quiz. Alors là, j'ai eu bon, j'ai pas bon. Bon, attends. C'est bon, j'ai eu faux, j'attends la 5, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des désaccords? Bon, là, vous êtes éteint, quoi. Vous avez tout faux, là, jusqu'à présent, au fond, là? Ah non, là, Print of Science. Parce qu'après, on fait un classement, hein, avec le visage, hein. Bon, on n'est que à la question 4, hein, relax, vous avez encore le temps de vous refaire. Hein. Après, la déprime sera vers la question 18 ou 19. Hein. Alors, la 5, hein, la couleur de ce bout de quartz fumé est-elle quantique? Alors, qui a répondu oui? D'accord. Oula, là, il y a quand même une majorité. Hein. Eh bien, vous avez raison. Alors, pourquoi la couleur est quantique dans ce bout de quartz? Alors déjà, il n'est pas transparent, vous avez vu, il est un peu violet. Vous le voyez un peu violet? Bon, on peut le voir comme ça, je ne sais pas pourquoi je joue avec ma webcam en fait, on le voit violet. Alors pourquoi ce quartz est violet? Normalement, le quartz c'est du SiO2, c'est complètement transparent, c'est comme du verre, hein, en gros. Là, il est violet parce que, j'ai regardé sur Wikipédia, je ne savais absolument pas pourquoi il était violet. Il est violet parce que dedans, il y a quelques impuretés d'aluminium. Et alors l'aluminium fait un truc que là, pour le coup, je connais, qui s'appelle les centres colorés. C'est-à-dire que l'aluminium, il va s'accrocher à un hydrogène, il va se mettre à un endroit, ça va être une sorte d'impureté au sein de votre quartz, et cette impureté-là va choper la lumière et faire du violet. Alors comment il fait ça? Et c'est là où ça va être quantique. La lumière arrive sur le quartz de toute la pièce. C'est la lumière blanche, donc la lumière blanche c'est plein de couleurs à la fois. Vous savez, le blanc c'est une superposition de toutes les couleurs. D'accord? Donc il y a plein de couleurs qui arrivent dans ma roche, là, et si c'était du quartz transparent, elle passerait à travers. Elle n'interagirait pas, elle ne serait pas absorbée, ça passe à travers, et ça serait transparent. Ce ne serait pas très intéressant. Seulement, il y a ces centres qu'on appelle colorés, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous êtes avec cette espèce de petit complexe d'aluminium là, et lui il reçoit la lumière, et alors lui il réagit différemment. Souvenez-vous, c'est un atome, il a ses électrons avec certaines formes et certaines énergies. Eh bien lui, je vous ai dit, souvenez-vous de mon roi et de ma reine tout à l'heure aux échecs, je vous ai dit, je peux sauter brutalement d'une forme à une autre. Par contre, je ne sais pas être entre les deux. Une bosse, deux bosses, trois bosses, mais pas une bosse et demie. Donc on peut calculer les différentes énergies de ces différentes formes, ou de ces différentes orbitales, ou de niveaux d'énergie, on a plein de noms savants pour le dire. Donc la lumière arrive, et bien il se trouve que parmi cette lumière blanche, il y a certaines couleurs, alors toutes sauf le violet, donc par exemple le rouge, qui vont arriver à exciter justement l'électron pour qu'il change de forme dans l'atome d'aluminium hydrogène. Il va changer de forme, et puis au bout d'un moment, il va se désexciter en relâchant ça autour de lui sous forme de mouvement. Et donc en permanence là-dedans, il y a des atomes qui reçoivent de la lumière, ils s'excitent, ils changent de forme et ils recrachent. La seule couleur qui n'arrive pas à faire ça sur l'aluminium, c'est le violet. Et donc vous faites avoir, vous voyez du violet. En fait, vous voyez la seule couleur qui n'a pas été absorbée par la pierre. Donc la couleur de la plupart des objets qui vous entourent, la plupart, pas tous mais la plupart, elle marche comme ça. La couleur par exemple de ma chemise. Ma chemise elle est bleue pour des raisons purement quantiques. Elle est bleue parce que dedans il y a du pigment bleu, de textile, de je sais pas quoi. Et ce pigment il marche de la même manière, il y a des atomes dedans qui veulent bien être excités par la physique quantique, par toutes les couleurs sauf le bleu. Et donc vous, il vous reste du bleu. Donc ce qui fait la couleur de la plupart des objets qui nous entourent, c'est la façon dont ils récupèrent des grains de lumière quantique, les photons, et dont ils les recrachent ou ils ne les recrachent pas. Voilà, voilà. Donc la solidité des objets et leur couleur, la plupart du temps, elles sont d'origine purement quantique. Vous tenez encore le coup? On n'en est même pas au tiers du quiz. Hein. Et on arrive devant ce magnifique bout de cristal de sel, la halite. Alors, j'ai pas pris n'importe quel cristal de sel, donc là, je commence dans les pièges. Donc, lui, vous avez répondu quantique ou pas quantique? Qui a répondu quantique? D'accord, alors vous avez raison. Alors, quantique pour deux raisons. La première, c'est le blanc. Le blanc, c'est pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées. Le NaCl va absorber certaines couleurs et pas d'autres. Il se trouve que là, en l'occurrence, il va vous recracher plein de couleurs dans le visible, donc vous allez voir du blanc. D'accord? Mais en plus, il se trouve que ce sel, qui pousse dans des salières ou je sais pas quoi,
Si je l'irradie avec des rayons ultraviolets, donc là je suis un petit peu plus vicieux que ce que fait la nature, l'autre il s'écarte, là. Je le fais comme ça pour pas que vous le preniez dans les yeux. Et je recule, il fluore. Vous voyez comme c'est joli? On pourrait dire, oh là, mais c'est radioactif ce truc. Non, non, non. Mais c'est de la fluorescence. En fait, ce cristal de sel est fluorescent. Et alors là, la fluorescence, c'est vraiment quantique. On va y revenir après parce qu'il y a d'autres objets fluorescents. Vous anticipez déjà comment vous allez avoir faux ou bon aux questions où à chaque fois qu'il y aura de la fluorescence, vous avez répondu oui ou non. Et donc pour ces deux raisons-là, il est quantique. Je vous expliquerai la fluorescence dans un instant. Au passage, je ne résiste pas, j'aurais dû vous le poser comme question. Est-ce qu'à votre avis, donc question bonus qui ne compte rien, lâchez-vous, la forme du cristal, les espèces vous voyez, les espèces de, on voit les petits cubes, non on voit rien du tout, excusez-moi. Ah non, parce qu'il sature complètement l'écran, c'est impressionnant. Si je le mets là. Hein? Bon bref, vous voyez les pouces, non vous voyez rien du tout. Bon, je vous le ferai passer. Ça fait des espèces de facettes comme ça, et des petits cubes. Vous savez, quand on regarde un cristal de sel au microscope, on voit des petits cubes hyper jolis. C'est la même chose pour ma pyrite de tout à l'heure. Ah ouais, la pyrite, on va mieux le voir. Donc là, ma question, c'est est-ce que la forme de ce machin-là est quantique ou pas? Alors là, qui vote oui? La grande majorité, vous avez absolument tort. C'est pas du tout quantique. Mais c'est quand même magnifique comme raison, mais c'est pas du tout quantique, mais je vous la fais pour pas grand-chose. Là-dedans, il y a des atomes. Alors comment ils ont poussé les atomes? Au début, il y a eu un petit germe. Puis progressivement, les atomes se sont déposés pour plein de raisons géologiques que je connais absolument pas. Et ils se déposent les uns au-dessus des autres. Et ben, c'est comme une caisse d'orange en général. Si vous avez démarré avec les atomes organisés d'une certaine manière, et puis que vous rajoutez d'autres atomes dessus, puis d'autres atomes dessus, puis d'autres atomes dessus, vous avez déjà fait ça avec des oranges. Elles vont se mettre en hexagone, là en triangle, dans une caisse, puis quand vous les montez, au fur et à mesure, il apparaît des faces. Et ben, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle face avec une caisse d'orange, c'est toujours les mêmes faces qui apparaissent. Et ben, c'est la même raison. Un cristal, ces faces, elles sont dues au fait que tous les atomes se sont bien empilés depuis le début. Vous allez me dire, oui, mais là, les faces, elles sont différentes entre lui et lui. Et la raison à ça, c'est que les atomes au début ne sont pas accrochés de la même manière. Au début, c'est la chimie quantique qui disait, bah, toi, tu t'accroches avec toi ou avec toi, tu fais un carré ou un triangle ou je sais pas quoi, ou un hexagone. Et une fois que les premiers s'accrochent avec la bonne forme, tous les autres se mettent dessus avec la même forme, et ça pousse et ça pousse. Et à la fin, on a des faces. Au 19e siècle, alors qu'ils n'avaient rien compris à la quantique, ils ont juste commencé à observer les faces, ils se sont rendus compte que la pyrite, partout dans le monde, quand elle poussait, elle avait ces mêmes faces. Ils se sont dit, ça veut dire qu'il y a des atomes dedans, qui ont poussé les uns au-dessus des autres. Et si on fait des petits modèles géométriques, on va pouvoir deviner comment ils étaient organisés pour arriver vers cette face-là, avec cet angle-là, etc. Et toute la cristallographie au 19e siècle était capable de prédire comment les atomes étaient organisés dans la matière, alors qu'on ne savait même pas encore qu'il y avait des atomes dans la matière. Donc à chaque fois que vous voyez un cristal, il faut être ému. Les phases d'un cristal, c'est tous les atomes bien empilés, et à la fin, vous finissez sur une belle couche d'atomes. Une question. Oui. Mais du coup, c'est la même chose qu'avec la pièce, en fait. Enfin, il y a pareil, si les atomes, ils se transpercent pas aussi à cause du principe... Ouais, t'essaies de me faire revenir en arrière sur mon quiz, je vais pas me laisser avoir. Ma question précise, c'était la forme des faces. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi... La forme des faces, c'est vraiment un modèle géométrique, tu vois, c'est des petites boules qui s'empilent, et la façon dont tu les as mises pas. Ma preuve, souviens-toi de ma définition au début, c'était est-ce que début 20e siècle on comprenait? Et la réponse c'est oui, tu avais des bouquins de cristallographie qui comprenaient parfaitement l'agencement de tous les atomes dans tous les cristaux en fonction de la forme des faces et de l'angle des faces. À la fin, c'est quand même quantique la façon dont ils se sont accrochés, et là tu as raison. Mais sur la forme des faces, je me laisse pas avoir, on l'avait compris début du XXe siècle. De toute façon, ça comptait pas. Et nous arrivons à la loupe. Est-ce que la raison pour laquelle une loupe grossit est quantique ou pas? Qui a répondu oui? Oh là là, pas du tout quantique là? Eh bien non, en effet, pas du tout quantique. Nous passons à la suivante. Donc là, on est dans les lois de l'optique géométrique. Qu'est-ce que c'est que ces lois de l'optique géométrique? C'est le fait qu'un bout de verre va faire se défléchir légèrement le rayon. On parle de réfraction. Quand la lumière arrive dans la matière, elle tourne légèrement. Et cet angle-là, on peut le comprendre avec les lois de l'optique géométrique. Alors, normalement, un petit malin d'instance devrait me dire, oui, mais attendez, pourquoi est-ce qu'elle dévie la lumière dans la lentille? Là, effectivement, vous n'allez pas échapper à la physique quantique, parce que vous allez avoir affaire à de la lumière, un photon, comment il traverse des atomes, vous allez avoir affaire même à de l'électrodynamique quantique et des choses très compliquées. Mais quand même, fin du 19e siècle, on savait faire des lunettes, on savait faire des lentilles, et on comprenait assez bien les lois de l'optique géométrique, donc vous aviez raison en mettant non. Non, on ne savait pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi? Là, non, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Ben, les lois de alors, je dirais, la bonne question à ce moment-là, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire savoir ou pas savoir? Ça veut dire arriver à le caractériser avec des lois scientifiques qui marchent de façon reproductible et qui te permettent de contrôler le phénomène, de le caractériser. Je suis d'accord avec toi qu'à la fin, il faut quand même l'électrodynamique quantique. Si, je suis d'accord avec toi. Bon, ceux qui ont mis oui, ils ont un point aussi. Non. Je vais pas me laisser faire. Hein.
Non, parce qu'on va retomber sur mon truc du début. Effectivement, tout est fait d'atomes et tout, et à la fin, donc, mais je me laisse pas avoir. J'ai été sympa pour le loop, mais ça va pas se recommencer. Hein. Bon. Alors, stylo fluo, et là, on va commencer à avoir affaire à tout ce qui est fluorescence. Donc, j'y reviens un peu plus en détail. Pourquoi la fluorescence, c'est quantique? Vous vous souvenez de mes électrons dans mon aquarium, là, donc c'est les électrons dans les atomes qui ont certains niveaux, certaines formes. Alors, ce que vous faites en fluorescence, c'est un truc vraiment vicieux. Hein. Ce que je fais avec cette lumière ultraviolette, déjà, la fluorescence, c'est pas un truc qui spontanément fait de la lumière, c'est pas de la radioactivité. D'accord? La fluorescence, il faut toujours mettre de la lumière pour voir le truc apparaître. Alors, des fois, on se fait avoir parce qu'on dit, mais non, il fait noir, mais en fait, c'est parce qu'on a mis de l'ultraviolet, qu'on voit pas à l'œil nu. Mais il y a quand même de la lumière. La fluorescence, c'est quoi? C'est quand vous éclairez un objet et que lui, il recrache une autre lumière. Là, par exemple, je l'éclaire avec de l'ultraviolet et il me crache du blanc très vif, ou une espèce de bleu clair très vif. Donc j'ai l'impression que, oh waouh, c'est une ampoule électrique, il se comporte comme s'il crachait de la lumière. C'est pas du tout comme de la couleur normale. Là, il me fait du blanc, mais par réflexion. Là, on a l'impression que vraiment, il y a une ampoule planquée à l'intérieur. D'accord? Alors comment ça marche, ça? Ça marche comme ça. Vous avez votre atome, je vous ai dit qu'il avait le droit à certaines formes et à certaines énergies. Je vais imaginer que ces énergies, c'est des marches d'escalier. D'accord? Donc là, quand il est en bas, c'est qu'il est très feignant, il est dans sa forme la plus simple. Et puis si vous lui balancez un peu de lumière, il est capable de monter ces marches d'escalier. J'ai fait des marches parce que c'est discontinu. Il n'a pas le droit à passer n'importe où. Il va là, ou là, ou là, ou là. Alors pour faire de la fluorescence, il faut avoir un atome qui ait deux marches très séparées l'une de l'autre, et ensuite plein de petites marches, très serrées. Donc vous imaginez un escalier hyper bizarre où la première marche, elle est hyper dure, et après les autres sont hyper faciles. Ok, jusque-là? Vous lui balancez un grain de lumière. Alors le grain de lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Ça dépend de son énergie. S'il est très énergétique, il va faire monter très haut. S'il n'est pas énergétique, il ne fait pas monter haut. D'accord? Le problème, c'est de monter les marches. Donc vous balancez de la lumière très énergétique pour monter tout en haut de l'escalier. Cette lumière, c'est la lumière ultraviolette, par exemple. La lumière ultraviolette, par rapport à la lumière bleue, elle est plus énergétique. Vous savez, les longueurs d'onde, c'est aussi des énergies. Et donc, si vous mettez la lumière ultraviolette, il est capable, mon atome, alors qu'il était au rez-de-chaussée, là, de monter tout en haut de l'escalier. Puis après, vous arrêtez. Qu'est-ce qu'il fait? Il va redescendre assez naturellement les premières marches parce qu'elles sont faciles à descendre. Il descend. En redescendant, il crache un peu d'énergie autour de lui, parce que vu qu'il descend, il rend de l'énergie. Il la crache sous forme de mouvement, il fait vibrer un peu les autres atomes autour de lui, et tout le monde se comporte bien. Et puis là, il arrive au-dessus de la très grande marche. Vous vous souvenez, il y avait une très grande marche en bas. Et elle, il n'arrive pas à la descendre. Elle est dure à descendre. Il ne peut pas la refiler juste sous forme de mouvement. Il n'a qu'un seul choix là, s'il veut redescendre. Il veut redescendre. La nature aime se reposer, être à l'état d'équilibre le plus bas. Ce qu'il va faire, c'est redescendre d'un coup, très brutalement, la marche. Et en la redescendant d'un coup, il n'est pas capable de rendre cette énergie sous forme de mouvement. La seule manière qu'il a de la rendre, c'est sous forme de lumière. Donc il va recracher de la lumière. Alors on pourrait se dire, ok, je lui donne la lumière, il recrache de la lumière, tout est pareil. Non, parce que j'ai été un peu vicieux au début. Je n'ai pas choisi des marches toutes de la même hauteur. J'ai choisi un gros écart, plein de petits écarts. Souvenez-vous, au début, la lumière que je lui ai envoyée, c'est pour monter tout en haut. Mais maintenant, la lumière qu'il me rend, c'est seulement ça. Je lui ai donné ça, il me rend ça. La couleur de la lumière, elle est proportionnelle à son énergie. Elle est liée à son énergie. Donc moi, je lui donne de l'ultraviolet, il me rend du bleu. Je lui donne de l'ultraviolet, il me rend du vert. C'est ça la fluorescence. Il faut lui donner une longueur d'onde, et il vous donne une longueur d'onde d'énergie un petit peu plus faible. Donc vous vous dites, waouh, il me crache de la lumière, pas du tout, il vous rend ce que vous lui donnez, et même il vous en rend moins. Vous vous faites avoir parce que ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas celle que vous aviez envoyée. Et vous vous faites encore plus avoir quand la couleur en question, c'est une couleur que vous ne voyez pas à l'œil nu. Vous dites, oh, c'est incroyable, ça brille. Pas du tout, c'est que vous êtes un humain, vous êtes nul, vous ne savez pas voir l'ultraviolet. D'accord? Alors il y a plein de phénomènes, il y a la fluorescence, il y a la bioluminescence, à chaque fois c'est le même principe. On va jouer sur les états quantiques des atomes dans la matière. Par exemple, il y a la chimiluminescence, c'est plein de manières d'exciter l'atome au début, puis après en se désexcitant, il recrache de la lumière. Ma préférée, c'est des planctons qui existent dans certains atolls où... Oh, ça je vais vous le montrer, c'est trop beau. Je m'étais promis de rien montrer, mais ça je ne peux pas ne pas vous le montrer. Vidéo, lumière. Est-ce que je l'ai? Ça se trouve que je ne l'ai pas. C'est ça. Non, c'est pas ça. Fluorescence plancton. Donc là, c'est du plancton qui existe dans certains atolls et dont on va révéler la fluorescence par une action mécanique parce que ça crée une petite catalyse et ça fait une petite réaction chimique. Donc en écrasant le plancton, en appuyant dessus, ça déclenche la fluorescence. Alors vous allez me dire, et alors? Et alors, regardez si vous y allez la nuit. Il y a un truc qui déclenche très bien le plancton, c'est les vagues, ou c'est votre main dans l'eau. Donc là, vous êtes dans un bateau et vous caressez le sable. Et quand vous le caressez, il s'allume. Il n'y a rien qui vous émeut, vous. Ah, c'est où? C'est très protégé, je crois. Il y en a plusieurs dans le monde.
mais c'est des atolls, je crois, au Pacifique Sud ou dans des endroits comme ça. Alors les photos la nuit de ces trucs-là, c'est incroyable. Hein. Vous avez, attendez, on va regarder sur Internet tous ensemble en direct. Hein? Ouais, je vais te montrer les vagues, c'est incroyable. Qu'est-ce que je tape? Je tape Fluorescent Beach. Non, pas surf, c'est nul le surf. Maldives. Pas mal hein, le soir là. Hein. Balade en amoureux hein, plutôt que le surf. Balade en amoureux là. Ouais, ils font du surf aussi, mais c'est moins romantique. La fluorescence, c'est quantique. La phosphorescence, c'est quantique. Ouais. C'est quoi la propriété quand on charge en lumière, grosso modo, un matériau, on éteint toutes les lumières, on le met dans le noir et il se met à recracher la lumière à ce moment-là? Alors ça, c'est la phosphorescence. Ça, c'est quoi? C'est de la phosphorescence. C'est de la fluorescence qui dure plus longtemps. Donc même histoire, il monte ses paliers, il les redescend, mais après il lui faut un peu de temps pour descendre en bas. Et c'est aléatoire, donc il va descendre au bout d'une seconde, ou 2 secondes, ou 1 minute. En physique, on sait faire des processus assez aléatoires. Donc les molécules phosphorescentes, c'est presque comme des molécules fluorescentes, sauf qu'elles ne le font pas tout de suite. Elles mettent un certain temps. Et donc selon la fluorescence, tu as ton bracelet qui dure plus ou moins, etc. etc. Voilà, c'est un principe de fluorescence retardée en quelque sorte. Alors pour faire ça, l'astuce, c'est d'avoir une molécule qui a des paliers comme ça, et qui en a d'autres à côté équivalents, elle va les se mettre sur les paliers équivalents, redescendre. C'est toute une ingénierie de chimie quantique assez subtile pour jouer avec ces molécules. Alors pour un bout d'un moment, on pourrait se dire, bon ok, ils sont sympas les gens de la quantique, ils nous expliquent le monde, l'univers et tout, mais ils servent vraiment à rien pour l'instant. Ils servent juste à expliquer après coup des trucs qu'on voit depuis très longtemps, hein, comme vous disiez, mais bon, ça on savait bien que c'était solide, après tout. Ça c'est un bel exemple, c'est le prix Nobel chimie de l'année dernière, qui est un prix Nobel que j'aime vraiment bien. Il a été donné à des physiciens, c'est peut-être pour ça que je l'aime, ce prix Nobel de chimie, pour avoir inventé des microscopes pour des biologistes. Donc on se demande vraiment pourquoi ils l'ont donné pour la chimie, mais vous allez voir pourquoi, c'est assez intéressant qu'il soit donné en chimie. Un microscope, c'est un truc pour voir les choses et les grossir, d'accord, avec les lois de l'optique géométrique, avec des loupes. Et ça vous dit un truc, ça vous dit que si vous prenez un objet trop petit, il va diffracter, il crache la lumière un peu dans tous les sens, parce que la lumière c'est une onde. Et donc, si vous avez un objet trop petit, vous allez avoir une grosse tache à la place de l'objet. Et cette limite, on la connaît assez bien, c'est 500 nanomètres, un demi-micromètre. Si vous avez un objet qui est plus petit qu'un demi-micromètre, vous allez toujours voir un demi-micromètre. Pas de bol, hein, tous les objets biologiques, tout petits et tout, c'est bien plus petit qu'un demi-micromètre. On ne peut pas les voir avec un microscope optique. Donc les biologistes sont très malheureux, et arrivent ces 3 physiciens, enfin 2 physiciens et un chimiste, qui disent « Nous, on va vous inventer un microscope qui est capable d'aller en dessous de cette limite, normalement absolument infranchissable, de la diffraction. » On parle de critères d'Airy ou de Rayleigh. Et ce qu'ils vont faire pour ça, c'est des microscopes hyper astucieux utilisant la fluorescence. Ils vont, en gros, je vous le fais très vite, mais ils vont prendre un objet biologique fluorescent, avec des petites molécules fluorescentes qu'ils auront dispatchées dedans, qu'ils auront construit avec toutes les lois de la chimie quantique que vous pouvez imaginer. Ils vont taper dessus avec un premier laser qui va les faire fluorer. Ça ne sert pas à grand chose, ça les fait juste cracher de la lumière. Et avec un deuxième laser autour, ils vont faire une sorte de couronne qui va éteindre la fluorescence. Ils ont réussi à trouver certains rayons qui éteignent la fluorescence, d'autres qui l'allument. Et en jouant avec ces lasers, en jouant avec l'intrication de ces lasers, en jouant en les bougeant au nanomètre près, ils vont arriver à faire une sorte de lampe de poche au nanomètre près, et ils vont bouger délicatement la lampe de poche dans l'échantillon pour essayer de tout voir, point par point, l'échantillon. Ça leur prend des heures pour faire un échantillon, ils reconstituent l'image, à la fin ils ont une image en 3D d'un objet au nanomètre près avec un microscope optique. Moi je dis la fluorescence grande classe. Bon, par ailleurs, il y a plein de microscopes qui marchent avec de la fluorescence normale, et qui sont un truc essentiel à toute la biologie moderne. C'est comme ça qu'on voit la plupart des objets biologiques actuellement sans les détruire. C'est avec de la fluorescence. 9. Transparence du dé. La réponse c'est j'en sais rien. Tout le monde a un point. Ah, j'en sais rien, c'est compliqué. On revient aux mêmes questions que tout à l'heure, parce qu'en plus il y a des petites paillettes sur ce dé-là. Et je me suis demandé si elles étaient fluorescentes ou pas, mais je crois pas quand même. Je crois que c'est juste du... Bah j'en sais rien. Ça brille, hein. Je sais pas. C'est transparent, donc on pourrait dire que la lumière n'interagit pas du tout avec la matière, donc c'est pas du tout quantique. D'un autre côté, pourquoi elle n'interagit pas dans ce dé alors qu'elle interagit avec ce truc blanc? On revient aux questions de tout à l'heure, et moi je dirais que c'est quantique. À la fin, je sais pas, donc tout le monde a raison. Puis je me suis dit que c'était un bon moment dans le quiz pour que tout le monde ait raison et que tout le monde reprenne confiance. Exactement. La réponse elle-même est quantique. Et nous arrivons au 10. Une pile électrique qui fournit de l'électricité. Est-ce que ça c'est quantique? Qui répond oui? Oh non. Non. Ouais, mais tu m'auras pas avec ces mêmes arguments à chaque fois. Je m'en fiche. Oh là, une pile, c'est vraiment... non, ça, on savait comment ça marchait, on savait l'améliorer, on utilisait de la redox ou plein d'autres réactions de chimie fin du 19e siècle. Mais l'électricité, la tension électrique qui apparaît et toutes les lois de l'électricité associées ne sont pas quantiques. Alors,
Je suis honnête et malhonnête, hein, mais vous avez bien compris que toutes les questions, je suis en gros malhonnête. Par exemple, la loi d'Ohm, vous connaissez la loi d'Ohm? Ça, c'est un truc de physicien, ça rappelle peut-être de mauvais souvenirs à ceux qui ont quitté la physique depuis longtemps. C'est le truc où quand vous mettez une pile sur un bout de métal, il apparaît du courant électrique. Et la tension du courant, elle est proportionnelle au courant qui apparaît. Un meilleur est la pile, plus grand est le courant, et c'est proportionnel. Ça, c'est pas du tout quantique. Alors par contre, quand on l'écrit vraiment la loi d'Ohm, on dit U égale RI. Ça vous rappelle des souvenirs, non? U, c'est la tension, I, c'est le courant, et R, c'est la résistance. Donc ça, c'est pas du tout quantique, hein, c'est normal. Plus ça résiste, plus ça freine, et moins de courant passe. Ce qui est quantique, c'est l'origine de la résistance. La résistance électrique dans un métal, alors là, c'est purement quantique. Les mecs, ils y comprenaient, mais rien au début du XXe siècle. Mais je ne vous l'ai pas fait ici. En gros, ils pensaient qu'un métal, c'était des électrons qui avancent et qui font du courant électrique. Vous voyez, ils avancent. Alors si vous dites ça, il y a déjà un petit problème, c'est qu'il y a plein d'atomes partout quand même. Donc comment ils font pour avancer? Ils se gênent les uns les autres. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de place. Alors en fait, non, parce que la physique quantique vous dit, mais non, l'électron, c'est une onde, et là, dans le métal, c'est une très grande onde qui fait comme ça et qui passe à travers le métal. Et un gros problème pour les physiciens au début du XXe siècle, c'est que vous prenez un bout de métal, vous pouvez faire l'expérience, enfin, on peut la faire en labo, vous mesurez sa résistance électrique, vous alimentez une ampoule électrique avec ça, puis vous le plongez dans l'azote liquide, moins 200 degrés. D'accord? Et bien si vous faites ça, l'ampoule s'allume 4 fois plus. Super impressionnant. Il n'y a aucune raison. Normalement, si c'est les mêmes électrons, la même pile et le même bout de métal, il n'y a pas de raison que ça change. Et bien en fait, quand vous refroidissez un métal, ça calme ses atomes. Ils vibrent moins, et en vibrant moins, ils gênent moins les ondes quantiques. Si les électrons étaient des billes, ils les gêneraient autant parce qu'ils occupent tout l'espace. Mais du fait que ça soit des ondes, ça rend la chose plus harmonieuse et elle passe plus facilement. Donc la résistance électrique dans un métal, c'est purement quantique. Mais une pile, non, quand même, c'est pas très quantique. De toute façon, vous allez être en désaccord avec moi et avec votre résultat au quiz à la fin. Vous le savez, je le sais. Mais étant professeur des universités, j'ai une grande expérience des étudiants qui râlent et je sais d'une mauvaise foi absolue, vous inquiétez pas pour moi. L'air. Les propriétés d'un gaz, genre pression, volume, loi des gaz parfaits, tout et tout. Qui dirait quantique? Non, pas du tout quantique. Ça, on l'a très bien compris au XIXe siècle en disant qu'un gaz, c'était des petites particules qui se tapaient les unes sur les autres et qui avançaient un peu n'importe comment. On parle de physique statistique, ou de thermodynamique, ou de modèle de Boltzmann. Vous allez me dire, oui, mais ces particules, c'est des atomes et tout et tout. De façon assez remarquable, ça marche très bien, même si on imagine que c'est des petites billes. Mais ça marche vraiment remarquablement bien. Parce qu'elles sont très peu les unes avec les autres, en fait. Elles se tapent dedans ou elles tapent sur la paroi très peu souvent. Et donc on n'est pas du tout dans les mêmes problèmes qu'avec un solide ou un liquide, où là vraiment la quantique, elle vous apparaît en pleine tête. Dans un gaz, on peut tout faire comme si c'était des petites billes, ça marche assez bien. Presque tout. Je continue. 12. Le fait qu'un aimant attire un autre aimant. Est-ce que ça c'est quantique? Qui a répondu oui dans le questionnaire que vous avez sous les yeux? Ah oui, il y a une majorité de oui. Et c'est oui. Et oui, les aimants, c'est alors là purement quantique. On ne comprenait absolument pas comment les aimants marchaient fin du 19e siècle. Vous allez me dire, mais c'est bizarre quand même, parce que moi j'ai entendu parler de magnétisme, de loi du magnétisme et tout, que ça c'est vraiment 19e siècle. Hein. C'était les types barbus, c'était genre Biot, Savart, Faraday, tous ces gens-là. Alors tous ces gens-là, ce qu'ils ont fait de remarquable, c'est de comprendre qu'un aimant autour de lui, ça fait un champ magnétique. Ils ont été capables de voir la forme du champ magnétique, son extension, tous ces trucs-là, et même les champs électriques et l'électromagnétisme. Mais ça, c'est vraiment le 19e siècle, il n'y a pas besoin de la physique quantique. Il y avait un seul truc qu'ils ne comprenaient pas, c'était pourquoi, par exemple, ce matériau est un aimant, alors que celui-ci n'est pas un aimant. On n'y comprenait rien. On ne comprenait pas ce qui faisait que ce machin-là faisait un champ magnétique autour de lui. Vous voyez, on comprenait qu'il y avait un champ magnétique, on savait le mesurer, on connaissait ses propriétés, et on ne comprenait absolument pas pourquoi, comment, par quelle magie ce machin-là avait fait un champ magnétique autour de lui. Et ça, c'est la physique quantique qui va résoudre ça dans les années 30, avec notamment Stern et Gerlach, et puis ensuite, derrière eux, avec Dirac, et puis quelques grands noms de la physique quantique. Ce qu'ils vont comprendre, c'est que un atome, a priori, ça ne devrait pas être magnétique. Alors, il y avait des gens qui avaient dit, mais si, c'est magnétique parce que c'est comme un électroaimant. Vous voyez ce que c'est un électroaimant? C'est une bobine de fil électrique dans laquelle on met du courant, et ça fait comme un aimant. Et ils avaient dit, mais un atome, c'est ça. Des électrons qui tournent autour d'un noyau, donc ça fait un petit aimant. Alors non, si vous faites le calcul, c'est vrai que ça fait un petit aimant, mais absolument ridicule, 1000 fois moins fort que ça. Donc ça ne peut pas être ça qui explique le magnétisme d'un aimant. En fait, ce qu'on a compris milieu du XXe siècle, c'est qu'un atome, non seulement ça a un noyau, non seulement ça a des électrons, mais ces électrons eux-mêmes ont une propriété tout à fait étonnante qu'on appelle le spin. Ils portent sur eux un petit aimant quantique. Alors vu qu'il est quantique, il est spécial, il a le droit qu'à certaines formes, vous commencez à connaître l'histoire, donc là il a le droit qu'à certains sens. Nord-sud ou sud-nord, vous ne pouvez rien faire d'autre. Il est soit comme ça, soit comme ça. Et donc chaque atome, ces électrons ont un petit aimant sur eux. Et même son noyau a un petit aimant. Alors l'aimant du noyau, on s'en fout, il est vraiment ridiculement faible, hein, il fait 1000 fois moins que celui des électrons.
On s'en sert que dans un seul cas, c'est pour faire l'IRM dans les hôpitaux. L'IRM dans les hôpitaux, on manipule, ou la RMN dans les labos de chimie, on manipule le spin du noyau de vos atomes. Et c'est absolument inoffensif pour vous. Si vous avez un jour à choisir entre des scanners, des rayons X ou l'IRM, choisissez toujours l'IRM. Il n'y a pas de radioactivité, il n'y a rien, c'est juste des aimants. Ça n'explique pas du tout pourquoi c'est un aimant, parce qu'il se trouve que dans ce post-it, il y a aussi des atomes qui ont aussi des électrons, qui ont aussi des spins. Sauf que là, les électrons de ce post-it, leur spin, ils se mettent toujours tête bêche comme ça. Donc à la fin, c'est comme s'il n'y avait pas d'aimant. Dans ce bout, qui est fait en néodyme, en fer et en bore, il y a des atomes de néodyme et de fer qui ont une propriété spéciale, c'est qu'ils ont un de leurs électrons qui porte un spin, qui n'est pas tête bêche avec les autres. Ça suffirait même pas. Il se trouve que par exemple, ce bout de sel, c'est la même chose. Il a des électrons qui portent un spin, tout seul. Sauf que les spins se mettent n'importe comment les uns à côté des autres, donc à la fin, vous ne voyez rien. Dans ce bout de métal, tous les spins de tous les atomes, les milliards d'atomes, se sont tous mis parallèles comme une armée. Parallèles les uns aux autres, parfaitement organisés. On parle de ferromagnétisme. Une fois qu'ils sont tous parallèles les uns aux autres, ben leurs effets s'ajoutent. Et vous voyez un spin géant, et un spin géant, c'est quoi? C'est un pôle nord, un pôle sud. C'est 10 puissance 23 spins additionnés les uns aux autres. Donc cet objet, c'est un des plus beaux objets de la physique quantique. C'est 10 puissance 23 spins individuels qui se sont organisés parfaitement dans la matière du premier au dernier atome et qui vous forment un spin géant. Le magnétisme est complètement quantique. Alors quand je fais ce genre de conférence pour du grand public, qui n'est pas aussi sympa que vous, enfin je ne sais pas si vous... Mais souvent, notamment quand je fais des conférences sur le magnétisme, il se trouve que je fais souvent des conférences sur le magnétisme, et en général, j'ai au moins quelques personnes dans la salle qui sont des magnétiseurs, et qui viennent pour un petit peu discuter le coup, là, et voir si quand même... Et alors quand je commence à expliquer ça, ils sont aux anges, parce qu'ils disent « Ah mais bien sûr, la physique quantique, les énergies, le machin et tout, est relié à mon pouvoir de magnétiseur. » Et alors pour eux, c'est une merveille, parce qu'on joue beaucoup avec la pseudoscience et la physique quantique, à qui on fait dire des tas de trucs, la médecine quantique, les énergies, les résonances, on utilise plein de mots un peu classe pour vous embrouiller. Et puis vu qu'on est sûr que vous ne comprenez rien à la physique quantique, on fait mystère égale mystère, donc ça explique un mystère, explique un autre mystère, vous voyez cette espèce d'arnaque de rhétorique incroyable. Et puis alors, si les magnétiseurs, ils entendent que le magnétisme est quantique, alors là, tout le monde est heureux, quoi. Parce qu'en général, ceux qui font la médecine quantique sont potes avec ceux qui sont magnétiseurs, ou sont les mêmes. Il y a un sourcier dans le coin, en général, qui s'associe à la bande. Et on est dans des grandes difficultés de gens qui s'affrontent à nous et qui disent, mais là, vous avez prouvé justement que, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, le magnétisme est quantique, mais c'est pas pour ça qu'il est mystérieux ou incroyable. Parce que les gens vont dire, ah mais oui, je vous rappelle que la solidité d'un objet est quantique aussi. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'une propriété est quantique qu'elle est bizarre ou étonnante. D'accord? Après, on pourra parler de magnétiseur et de magnétisme si vous avez envie. Maintenant, je suis hyper au point. Hein. Je me suis... Voilà. J'enchaîne. Vous avez des questions sur le magnétisme? Oui? Le magnétiseur, il est quantique? Le magnétiseur lui-même... Non, il est dans un état assez fixe. Hein. Là, les magnétiseurs, c'est ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent que, en gros, vous avez du magnétisme dans votre corps et des flux, enfin des tas de mots comme ça, et ils vont sentir ces zones magnétiques parce qu'ils sont très sensibles au magnétisme. Et après, alors ils ont plein de techniques différentes, mais avec des pierres magnétiques notamment, ils vont vous soigner. Ou avec leurs doigts parce qu'ils sont eux-mêmes très magnétiques. D'accord? Donc là, il y a eu plein de protocoles de fait, hein, le protocole double aveugle tout bête, hein, on met même le protocole le pire qu'ils ont fait. Donc ils ont pris des magnétiseurs qui ont accepté de jouer le jeu du protocole. Donc c'est pas des charlatans au sens où c'est des gens qui souvent croient eux-mêmes en leur truc, quoi. Ils pensent qu'ils ont un don ou quelque chose. Hein. C'est pas des gens qui sont nécessairement là pour. Enfin, il y en a, mais il y en a qui pensent pas à mal et qui croient vraiment qu'ils ont un pouvoir. Donc là, le test, il est terrible. On leur met 5 patients. Et on leur dit, allez-y, sentez celui qui est le plus magnétique. Alors là, il y en a toujours un qui est super magnétique. D'accord? Donc ils disent, ah bah celui-là, je sens, etc. Et donc là, on met 2 paravents, et on planque derrière un des 2 paravents, et on demande juste au magnétiseur de nous dire derrière quel paravent il est caché. Alors là, ça rate à tous les coups. On fait 100 fois, 1000 fois, et 50-50, quoi. On n'a jamais réussi à faire un test concluant sur un magnétiseur. Il y a les mêmes techniques avec les sourciers, hein, où on leur planque une source dans une pièce neutre, toute grise, et on leur dit, allez-y, trouvez la source. Et ils cherchent. Pourquoi c'est pas plus public que ça, ces résultats? Mais à nouveau, les sourciers trouvent de l'eau pour plein d'autres raisons, parce qu'ils ont l'habitude du terrain géologique, ils ont toute une culture des lieux, et qui fait qu'ils ont un instinct et une intuition de où peut se trouver une poche d'eau, pour plein d'autres très bonnes raisons que la raison qu'ils invoquent qui serait scientifique. Ouais. Et pourquoi c'est pas plus public que ça, ces résultats-là, justement, ces expériences? Parce que tu m'as pas fait venir au dernier Pint of Science. Ouais. Non, c'est une bonne question que tu poses là. Non, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est pas plus public? D'abord parce que la plupart des gens s'en foutent, je pense, donc c'est pas un sujet si médiatique. Parce que du point de vue des médias, c'est toujours plus marrant d'aller filmer le sourcier à la campagne que le scientifique râleur, mais bon, ils essaient toujours de faire l'un l'autre. Mais les médias ont la fâcheuse tendance de dire, bah c'est un débat, 50-50, donc on va les faire s'affronter à égalité.
Alors qu'en fait, tu as une communauté de 10 000 scientifiques contre un pauvre sourcier ou un pauvre magnétiseur. Mais donc déjà, le jeu face à face. Ensuite, souvent, ceux qui interviennent dans les médias, c'est des gens qui ont développé une très très bonne rhétorique, qui sont très très forts, de la même manière que les gens des sectes, que les gens de la médecine quantique, que tous, etc. Donc c'est des bons clients du point de vue médiatique, et souvent les scientifiques sont très mauvais face à eux. Ils se braquent, ils font un argument d'autorité, mais je suis professeur, mais machin. Donc ça passe très mal. Donc les scientifiques ont tendance à éviter ces débats-là, parce qu'ils se sentent mal à l'aise, ils ne sont pas entraînés à ça et tout. Donc désertent un peu ce terrain-là. En plus, très honnêtement, les sourciers et les magnétiseurs, ça touche quand même un nombre très très faible de la population. On pourrait s'amuser si on se faisait un débat sur l'homéopathie, par exemple. Là, tu touches. Il se trouve que l'autre moitié des questions que j'ai quand je fais des conférences sur la physique quantique, c'est sur l'homéopathie. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que l'homéopathie marche grâce à des mémoires de l'eau, et que l'eau peut garder en mémoire une molécule, et donc même si on dilue énormément, parce que c'est le principe de l'homéopathie, hein, c'est diluer énormément, CH12 sur l'oscillococcinum, je sais pas quoi, c'est 10 puissance moins 24 hein, la dilution, donc il ne reste plus rien, hein, pour un chimiste, pour un physicien. Et donc eux, ils ont ces arguments de mémoire de l'eau et tout, qui sont des expériences cannulées, qui n'ont jamais été reproduites, qui ne marchent pas, etc., etc. Et donc moi j'ai beaucoup de questions sur l'homéopathie. Là, je trouve que les scientifiques ne s'engagent pas assez contre l'homéopathie. C'est un point de vue personnel. Et voilà. Ah, il y a des lobbies, il y a des labos, il y a des machins, et puis il y a toujours quelqu'un qui, oui, mais moi ma vache, machin, et moi mon enfant, je vous assure, l'arnica ça marche, et l'oscillococcinum et le truc. Et on ramène toujours à un cas particulier, d'expériences vécues, qui sont que des effets placebo. Toutes les études dans le monde, et toutes les méta-études, et là il y en a une grosse qui est sortie maintenant aux États-Unis, où ils ont repris toutes les études et tout, montrent que très systématiquement, quand on fait des vraies expériences en double aveugle, on ne voit pas d'effet. Mais à un moment donné, voilà. Moi, j'interviens pas du tout là-dessus, j'interviens juste pour dire, n'utilisez pas la physique quantique pour faire semblant que. Voilà. Moi ce qui m'énerve, c'est pas que les gens aient des croyances. Moi, j'ai aucun problème avec ça, de la même manière que des gens peuvent avoir des croyances religieuses ou personnelles ou autres. Ce qui m'énerve, c'est un moment où ils utilisent la science comme argument de leur croyance. Et notamment la physique quantique, parce que personne n'y comprend rien, donc ils peuvent jouer avec les mots. Médecine quantique, ça c'est des vrais charlatans, c'est hallucinant. Sur Internet, il y a un commerce de ça, les lasers pour vous soigner avec vos résonances, vos trucs, vos machins, où ils vendent assez cher des machines, des trucs et tout. Et bon, les sites web sont vraiment drôles à aller voir, parce qu'il y a toujours des dégradés violets incroyables, des logos, on est très dans des inspirations hindouistes et tout, et il y a des gros charlatans au niveau international de ça. Et là vraiment, je suis pas content, parce que là, ils jouent avec l'incompréhension qu'ont les gens de la physique quantique, et ils jouent là-dessus, sur ce ressort d'ignorance et d'incompréhension. Et là vraiment, voilà. Donc là, pour rebondir sur quand même l'esprit de Pint of Science, etc., moi je fais beaucoup, on a une équipe de vulgarisation, on fait des tas d'actions de vulgarisation et tout, et une des idées, c'est pas d'aller voir les gens et dire ouais, on est contre l'homéopathie, on est contre la médecine quantique, c'est d'aller voir les gens et de leur donner les outils pour qu'eux-mêmes après se fassent une opinion. Et donc cette pédagogie qu'on fait sur la physique quantique, elle est aussi ça, c'est pas dire non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas que du flou, etc. Bon, ce soir, c'est pas hyper clair vu que je sais pas répondre à une question sur deux, mais dans l'absolu, il faut me croire, c'est vraiment une science très au point. D'autres questions ou remarques? La boussole. On l'a fait déjà, la boussole, ou pas? Non. Alors, la boussole qui s'oriente quand on bouge des aimants autour d'elle, est-ce que c'est quantique ou pas? Vous diriez quoi, là, maintenant? Oui. Ben non. Parce que là, c'est le champ magnétique créé par l'aimant. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais le champ magnétique, il vient des spins, etc. Bon, on peut jouer avec ça, mais quand même, en gros, non. C'est de l'électromagnétisme du 19e siècle. C'est la magnétostatique du 19e siècle, toutes les lois et toutes les caractérisations du champ magnétique, on n'a pas trop besoin de la physique quantique pour les caractériser, on va dire. 14. La nature, je ne sais pas ce que c'est ma question, la nature de la chimie du plastique. Quantique ou pas? Moi non plus. Je ne savais pas quoi faire de ce bout de plastique, mais elle m'avait donné le stylo et je m'étais dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, si c'est la façon dont les molécules qui forment le plastique et les polymères tiennent, là c'est purement quantique. Si c'est toutes les propriétés des polymères derrière et la façon dont ces molécules qui sont très longues vont s'enchevêtrer ou pas, ils vont faire les propriétés des caoutchoucs, des plastiques, etc., etc., là, il n'y a pas énormément besoin de physique quantique pour ça. Donc très honnêtement, le plastique, c'est plutôt pas quantique. Donc je dirais non, parce qu'il faut dire une réponse quand même. Batterie au lithium. Quantique, pas quantique. Bah là, je reste cohérent avec ma réponse tout à l'heure pour l'autre pile, c'est exactement pour les mêmes raisons, pas quantique. Donc le fait que ça soit au lithium, ça change rien. Non. Ou alors l'autre était quantique, quoi. Mais les haut-parleurs. Donc le fait qu'il y ait du son qui arrive à votre oreille quand vous branchez ça dans un iPod. Vous diriez quantique? Non, ouais, là du coup c'est vraiment du magnétisme. Si vous faites vibrer une petite membrane avec un aimant en balançant un courant, et en faisant juste de l'induction, et ça vibre près de votre tympan et donc vous entendez un son. Donc c'est juste de l'électricité. Non, c'est physique. C'est juste de l'électricité. Un laser. Quantique. Ah ouais, là c'est vraiment un des plus beaux objets de la physique quantique. C'est mieux que quantique. C'est inventé par la quantique.
La pièce de monnaie, c'est quantique, mais bon, on savait faire des pièces de monnaie, on n'a pas attendu les gens de la physique quantique pour en faire. Le laser, on a attendu les gens de la physique quantique. C'est des physiciens de la physique quantique qui ont inventé le laser. Alors, comment ils s'y sont pris? Donc ça, c'est une lumière qui n'existe nulle part dans l'univers à l'état naturel. Enfin, je ne crois pas, à notre connaissance. C'est une lumière inventée entièrement en laboratoire par les gens de la physique quantique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont amusés, ils se sont dit, ok, on commence à avoir compris le truc, hein, les atomes, les escaliers, et on peut faire monter et descendre les escaliers avec des grains de lumière. Donc, ils vous prennent les atomes, par exemple des atomes d'hélium et de néon, et ils les excitent, par exemple avec de l'électricité. Donc, vous vous souvenez, ils font monter l'électron en haut de l'escalier. Ok? Donc, lui, l'électron, ce truc qu'il a envie, c'est de redescendre l'escalier, donc de vous recracher la lumière que vous lui avez donnée. Et là, vous allez faire un truc super vicieux, parce que vous appelez Einstein, par exemple. C'est Einstein qui a eu l'idée du laser en premier. Einstein a dit, mais qu'est-ce qui se passerait, si au moment où l'électron est monté en haut, je lui renvoie un grain de lumière. Vous allez me dire, bah, il va remonter au-dessus, mais imaginez qu'il n'y ait aucun niveau au-dessus possible. Hein? Et que je lui envoie un grain de lumière qui corresponde exactement avec la distance qu'il avait avec en bas. Il n'y a aucune raison qu'il redescende, a priori. Normalement, quand je donne de l'énergie, il monte. Einstein dit, pas sûr. Moi, je dirais que peut peut-être y avoir un truc hyper bizarre. Vous lui envoyez un grain de lumière et il va redescendre. Parce qu'après tout, lui, il voit une énergie qui correspond à cette marche d'escalier, il a envie de la franchir. Et si c'est vers le bas, il va vers le bas. Alors là, n'importe quel physicien répond OK, mais à la fin, il doit quand même rendre de l'énergie, sinon je viole le principe de conservation de l'énergie, et ça, le physicien n'aime pas violer ce principe-là. Donc vous lui envoyez de la lumière pour monter, mais il était déjà monté. Donc vous lui envoyez de la lumière, ça le fait descendre, et en descendant, il vous rend de la lumière. Donc vous êtes parti avec un grain de lumière, vous vous retrouvez avec 2 grains de lumière à la sortie. Mais ce deuxième grain de lumière, il a une particularité, c'est qu'il est absolument identique au premier. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a monté l'escalier, et le deuxième, il redescend l'escalier, pardon, excusez-moi. Le premier a été choisi pour correspondre à cette hauteur de marche. Et le deuxième, en redescendant, fait la même hauteur de marche. Donc les deux ont la même couleur. Donc je suis parti avec un grain de lumière, je me retrouve avec 2 grains de lumière. Jusqu'à présent, j'ai vraiment pas un laser. Hein. Et là, vous savez ce que je mets? Un miroir. Je mets un miroir, les 2 grains de lumière repartent. Tous les deux de la même couleur. Ah, il y a 2 autres atomes sur le chemin, toujours les mêmes atomes. Hein. Et il y en a 2 autres qui sont eux aussi excités par l'électricité, toujours les mêmes marches d'escalier. Chaque petit grain de lumière fait son boulot, tape dans l'atome, ça le désexcite par le mécanisme dont on a parlé d'Einstein. On dit que c'est de l'émission stimulée, et il recrache son grain de lumière. Je me retrouve avec 4 grains de lumière. Et là, vous savez ce que je mets? Un miroir. 8, 16, 32, 64. Je suis en train d'amplifier la lumière de façon stimulée. Laser, Light Amplification Stimulated Emission R. Radiation, peut-être, je sais pas. Radiation. Donc je suis en train d'amplifier la lumière au fur et à mesure, mais avec une propriété tout à fait particulière, c'est que tous les grains sont absolument identiques. Et donc à la fin, je me retrouve avec une lumière d'un style tout à fait particulier, c'est des grains identiques. Et puis il y a une deuxième particularité, c'est que les miroirs, je ne les ai pas mis n'importe comment. Je les ai mis juste à la bonne distance pour que ça fasse une jolie onde entre les deux. Toujours mes histoires de mode, de forme, d'onde. Donc à la fin, vous avez de la lumière de plus en plus, toutes exactement la même couleur et la même direction. Vous faites un petit trou, il va sortir un rayon laser. Le rayon laser, par rapport à la lumière normale, c'est une seule couleur et très unidirectionnel. Et très fin. C'est beau, non? Alors là, on ne peut pas dire que ça sert à rien. Hein. Ça sert partout, en chirurgie, en métallurgie, pour lire des CD, etc., etc., etc. Donc le laser, c'est une invention des physiciens de la physique quantique. Et ça date des années 50. D'abord, on a inventé le maser, puis le laser, mais en gros, c'est fin des années 50. Il fallait déjà avoir bien compris la physique quantique, avoir bien domestiqué l'optique et savoir jouer avec ces grains de lumière et ces atomes pour inventer l'objet laser. Hein. C'est quand même si Einstein l'a prévu dans les années 1910, il faut attendre 1950 pour vraiment le fabriquer. D'autres questions? J'enchaîne? On a bientôt fini. Hein. On a bientôt fini, on a fait le laser et on arrive en 18. Ah, le plus bel objet. La bougie. Qui bluffe complètement. Hein. Froide, on met son doigt dedans. Donc la LED dans la bougie. Qui dit quantique hein. Oh là là, quasiment l'unanimité pour la quantique là. Incroyable. Alors oui, c'est complètement quantique. Là aussi, c'est pas seulement quantique. C'est inventé par les gens de la quantique. Alors là, l'astuce est la suivante. Ça va devenir compliqué, donc je vais vite m'arrêter. Mais en gros, ils vont prendre des métaux un peu particuliers qui s'appellent des semi-conducteurs. Alors un semi-conducteur, en fait, c'est un isolant. On a inventé ce nom de semi-conducteur, je ne sais pas pourquoi on aurait dû laisser un isolant. C'est des isolants. Et ces isolants, on peut leur rajouter certains atomes. Et en rajoutant certains atomes, chaque atome rajoute un électron qui, lui, arrive à se balader. Je vous le fais vite. Hein.
Et on est capable de les fabriquer de façon différente et d'en faire des sandwichs. Alors à quoi ça sert ce machin-là? Il se trouve que quand vous combinez certains de ces semi-conducteurs en mettant juste les bons atomes qu'il faut et que vous faites le bon sandwich, dans certains cas ça va bloquer l'électricité, dans d'autres cas ça va la laisser passer. Et vous pouvez contrôler ça assez facilement en mettant une tension électrique. Donc vous avez inventé un interrupteur. Vous allez me dire tout ça pour ça. Donc vous savez, avec des semi-conducteurs, avec un alliage hyper compliqué, avec des jonctions PN, on appelle ça, avec des semi-conducteurs dopés, arsenic, gallium et tout, faire un interrupteur. Il se trouve que cet interrupteur, c'est la plus grande invention, à mon sens, du XXe siècle. Cet interrupteur, il est inventé en 1950 à peu près, 1949, et c'est le transistor. Le transistor, c'est juste un petit interrupteur fait avec des semi-conducteurs. On peut se dire, pourquoi ils se prennent la tête à ça? On prend un interrupteur, ça marche. Alors oui, ça marche, mais ça occupe de la place. Ce truc-là, on peut le faire sur, maintenant, quelques nanomètres. Dans cet ordinateur-là, il y a 1 milliard de ces transistors, à peu près, dans un microprocesseur, ou dans un microprocesseur comme celui-ci. Là, on sent tout de suite que la question 19, la réponse sera oui, c'était quantique. Donc dans un microprocesseur comme ça, il y a à peu près 1 milliard de transistors, ou quelques centaines de millions. Donc on sait les faire tout petits, et ces transistors ils vont permettre de contrôler des 0 et des 1, avec des tensions électriques, et donc de faire toute l'électronique moderne. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la LED? Sauf que la LED c'est un dérivé de ça. Si vous faites un sandwich, pas du tout pour faire un interrupteur, mais avec les mêmes semi-conducteurs, vous en mettez un en bas, un en haut, et on va dire que dans celui-là vous chargez en électrons, et dans celui-là il a envie de choper des électrons. Donc ce qu'ils vont faire au bout d'un moment, c'est que là, vous avez des sortes d'électrons un peu bizarres en bas. On va dire que les deux sont avec des électrons. Je vais simplifier parce qu'il est trop tard. Donc les deux sont avec des électrons, et ces électrons aiment s'accrocher l'un à l'autre. D'accord? On appelle ça des trous et des électrons, mais je vous en fais grâce. Vous les mettez comme ça, tout près l'un de l'autre, mais pas collés. D'accord? Juste séparés par une petite couche où il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et là, vous mettez une pile. Donc vous forcez les électrons à faire comme ça. Et bien, si vous faites ça, celui d'en haut crache un électron qui est vers le bas, lui crache un trou qui monte vers le haut, les deux se recombinent, et en se recombinant, il crache un petit grain de lumière. Chaque fois que deux électrons se recombinent, ça fait un grain de lumière. Et c'est ça qui fait la lumière de la LED. Alors c'est jamais cette espèce de jaune, hein, c'est plutôt des couleurs très pures, jaune, ou vert, ou rouge. Et même, plus récemment, bleu, on a réussi à faire des LED bleus, prix Nobel d'il y a 2 ans. Le prix Nobel a été donné pour des physiciens qui avaient réussi à inventer les LED bleus. Alors pourquoi bleu et pas autre chose? Parce qu'avec le bleu, et puis avec les couleurs précédentes, on peut faire du blanc. Et donc ça ouvre la voie à faire de la lumière blanche avec des LED. Et ça c'est un enjeu pour l'environnement absolument essentiel, parce qu'une LED, c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de rendement énergétique. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'un électron, ça vous donne un grain de lumière. C'est pas dur. Hein. Si je prends une ampoule électrique normale, celle-là par exemple, la bonne vieille ampoule de base, son rendement c'est plutôt 5 ou 10%. Vous perdez 9 électrons sur 10 en chaleur. Et que vous ne voyez pas parce que vous êtes des êtres humains qui avaient un rayonnement visible très limité. Donc là, je sens bien que c'est chaud et c'est nul. La LED, ça peut transformer jusqu'à 95% de l'énergie que vous lui donnez entièrement en lumière. Au petit prix à payer, cette lumière, elle a toujours une seule couleur. Mais si je sais faire les 3 couleurs, après je recombine et je fais toutes les couleurs que je veux. Le bleu, on n'arrivait pas à le faire. Donc on était un peu embêtés. Et il y a 3 Japonais qui ont réussi finalement à faire la LED bleue avec des sandwichs hyper astucieux, à base de dopage, de semi-conducteurs, en les recuisant, en les travaillant, etc. Donc un boulot vraiment de physique des matériaux et de physique quantique pure et dure. Et à la fin, ils ont fait la LED bleue. Et ça peut être une des plus grandes inventions du XXIe siècle, à mon sens, parce que ça peut vraiment faire gagner énormément d'énergie au monde. Oui. Et c'était la LED bleue inventée. Alors la LED bleue, ils ont commencé au début des années 70, ils y sont arrivés vraiment au milieu des années 80, fin des années 80. Ça leur a pris 15 ans pour arriver à la faire. Et industriellement, je pense que c'est plutôt au milieu des années 90, fin des années 90. LED et laser bleu, ça par exemple, c'est un laser bleu. Ça n'existait pas il y a encore 10-15 ans, je pense. D'autres questions? C'est les Blu-ray, je crois, les lasers bleus. Hein? Les lasers bleus industriels, ça arrive en même temps que Ouais. les Blu-ray. Enfin, je dirais les Blu-ray sont grâce Oui, au laser bleu. c'est grave. Alors pourquoi? C'est parce que plus vous avez un rayonnement élevé en énergie, plus vous pouvez taper petit et donc plus vous pouvez mettre d'informations sur votre disque. Donc l'évolution du CD vers le Blu-ray, ça a été grâce à ça. Et maintenant, plus personne n'utilise ça, j'imagine, ou je sais pas. Maintenant, les gens utilisent de la mémoire flash. Mémoire flash, invention de la physique quantique, hein, pure, hein, c'est de l'électronique pure. On utilise des transistors, en gros, qu'on va charger de plein de façons différentes. D'ailleurs, je suis incroyablement surpris. Personne, remarquez bien dans le quiz, personne ne m'a passé son smartphone. Et je pense que la raison, c'est que vous vouliez le garder. Parce que quand même, si on s'ennuie, il faut pouvoir un petit peu machin. Et j'ai pas mis le mien non plus. Ouais, t'as passé ta batterie. Alors que quasiment tout ce qui compose un smartphone est quantique. Toute l'électronique, tous les écrans TFT, toute l'ingéniosité du smartphone réside dans la physique quantique, on va dire. Donc il a vraiment fallu d'abord Ouais. maîtriser la quantique pour réussir à faire les téléphones portables.
Ouais, tu vois que c'est les physiciens de la physique quantique qui ont inventé le transistor qui a permis de faire toute l'électronique moderne. Sans eux, tu pouvais pas, tu avais des tubes à vide. Je sais pas si tu as déjà vu ces machins-là, ou les ordinateurs des années 30-40, c'est à mourir de rire, quoi. Donc, toute la miniaturisation, à nouveau, soyons clairs, l'électronique elle-même, là, elle n'est pas quantique. Les gens travaillent à des solutions d'électronique quantique, mais là, c'est pas quantique du tout, c'est que des 0 et des 1 classiques. Par contre, pour manipuler ces 0 et ces 1, il te faut des petits objets qui sont ces transistors ou ces jonctions PN et autres, qui, eux, reposent sur l'art de contrôler les électrons dans un métal et dans un semi-conducteur, et ça, cet art, tu ne l'as que grâce à la physique quantique, parce qu'il faut comprendre comment se comporte un électron dans un semi-conducteur. Ça, sans la physique quantique, t'es mort. Donc là, on n'aurait pas pu arriver à un téléphone portable sans connaître la physique quantique. Donc le téléphone portable, on l'a dans notre poche grâce aux physiciens de la physique quantique. Ouais. Moi, je parie que s'il n'y avait pas eu la physique quantique, on n'aurait pas des téléphones portables actuellement. Je me trompe peut-être. Hein. C'est vraiment merci à la physique quantique et aux physiciens. C'est un peu le type qui vient pour vendre sa marque, quoi. 18, 19 microprocesseurs en puce, physique quantique. À nouveau, c'est de l'électronique classique, mais qui utilise des composants quantiques. Ouais. On entend souvent parler en ce moment d'ordinateur quantique. Du coup, c'est quoi la différence entre un processeur classique et un processeur d'un ordinateur quantique? Alors, c'est un peu plus vicieux. Donc, l'ordinateur quantique, il dit, moi, je ne vais pas faire comme un ordinateur classique, c'est-à-dire des 0 et des 1, et puis juste des calculs avec des 0 et des 1. Je vais faire des 0 et des 1 quantiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lui, ce qu'il utilise, c'est, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que deux états peuvent se superposer en physique quantique. Vous vous souvenez de la tour qui peut être à la fois une tour et une dame? Donc, vous vous souvenez du spin dont j'ai parlé tout à l'heure? Je vous ai dit, il est soit comme ça, soit comme ça. Ben, il peut être aussi les deux à la fois. Un 1 et un 0 à la fois. Donc, si tu dis par exemple que c'est ton spin qui code l'information, s'il est comme ça, tu dis que c'est un 0, s'il est comme ça, tu dis que c'est un 1, eh bien, tu sais faire des trucs qui sont à la fois des 0 et des 1. Et là, tu vas te dire, mais ça n'a aucun intérêt parce que calculer avec un truc qui est à la fois un 0 et un 1, on ne va pas aller loin. Et là, les gens de la physique quantique vous disent, mais non, c'est parce que vous n'êtes pas physicien de la physique quantique. Nous, physiciens de la physique quantique, ça fait 50 ans qu'on se tape des 0 et des 1 quantiques, on sait calculer avec. Et on sait faire des calculs avec, et alors quand on fait des calculs avec, c'est assez génial parce qu'on peut faire des calculs incroyablement massivement parallèles, parce qu'on teste toutes les solutions à la fois, vu qu'on a à la fois des tas de 0 et de 1. Donc après, il faudrait que je rentre dans les mathématiques de la physique quantique, mais en gros, croyez-moi sur parole, on va savoir faire une sorte de logique quantique, avec des 0 et des 1 quantiques, on va être bien meilleur en calcul que les gens de la physique classique, parce qu'on va résoudre des calculs de façon massivement parallèle, avec une incroyablement plus grande puissance. Par exemple, pour factoriser un nombre premier, on sera toujours plus rapide qu'un ordinateur classique. Alors ça, c'est la belle version des choses. Petit hic, il me faut quand même quelques milliards de 0 et de 1, et les manipuler à la nanoseconde, et en mettre un milliard dans un microprocesseur. Le record, je crois, actuellement, c'est 10. Je crois qu'on sait en faire 10 à la fois, et c'est super compliqué. Pourquoi? Alors pour plein de raisons. Je vous ai dit que superposer deux machins ensemble, c'est compliqué, que ça s'arrête vite, qu'il faut vachement les protéger, etc. Et au bout d'un certain temps, ils arrêtent d'être à la fois 0 et 1 et ils choisissent, soit 0, soit 1. Et ce temps, il peut être assez court. Ça peut être des microsecondes. Donc tu n'as que quelques microsecondes pour faire le calcul. Donc il y a toute une bataille actuellement, vraiment au niveau recherche et industrie, d'essayer de faire un ordinateur qui manipulerait ces 0 et ces 1 quantiques. Alors on ne sait pas si c'est avec des spins, si c'est avec des grains de lumière, si c'est avec des atomes. Il y a plein de solutions possibles, des objets quantiques en tous les cas. Et essayer de faire du calcul avec ça. Si on y arrivait, ça permettrait par exemple d'avoir des trucs qui décryptent de façon incroyablement puissante. Donc il y a un enjeu dans le monde du décryptage. Il y a plein de physiciens qui disent on n'y arrivera jamais à cause de ces limites dont j'ai parlé physiques, qui fait qu'on n'arrivera jamais à en faire beaucoup. D'autres qui disent si peut-être. D'autres qui disent si on y arrive ça servira quand même pas tant que ça. Il y a plein de débats. Moi je dirais que c'est le monde de la recherche, donc encourageons les gens à chercher et on verra bien. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vendent le truc en disant on vous invente l'ordinateur du futur, donnez-nous de l'argent. Moi je me méfie parce que moi j'ai bossé pendant 20 ans dans la supraconductivité à haute température critique où pendant 20 ans on a dit aux gens on va vous révolutionner le monde avec des supraconducteurs qui vont tout faire flotter partout. On n'y est pas arrivé. Hein? Ouais, on a fait un overboard il y a 10 ans maintenant, non 6 ans, et on était très contents. J'ai vu que Lexus l'a repompé récemment, donc là alors, on était vraiment pas contents. Mais les applications sont marginales parce qu'on n'a pas réussi à rendre ces supraconducteurs suffisamment chauds pour l'instant. Donc moi, j'essaye pas de survendre la recherche fondamentale en disant ça va changer votre monde. Moi, mon point de vue, c'est s'il y a des bons chercheurs qui ont l'air ingénieux, qui ont l'air d'être passionnés par ce qu'ils font, faites-leur confiance, donnez-leur de l'argent, ils vont chercher n'importe quoi, vous savez pas. Leur dites pas quoi chercher, faites-leur confiance, ce qui est un pari complètement dément quand on y pense, surtout pour des sociétés en crise. Donnez-leur de l'argent, faites-leur confiance et vous verrez bien. Je peux vous dire en tous les cas qu'avec du recul, toutes les découvertes que je vous ai mentionnées, sauf le transistor, mais toutes les autres, ça n'a jamais été guidé par une industrie qui disait on veut que ça s'améliore, on vous donne de l'argent pour que ça avance. Toutes étaient des types complètement illuminés dans leur labo, à qui on a fait confiance et qui ont été vers des voies inexplorées avant. Donc l'expérience, c'est encourager la recherche fondamentale. Mais ça, c'est parce que je vends ma boutique. Hein. Oui? Il y a un train qu'ils ont fait aussi récemment. Le train le plus rapide au monde, oh, il a 25 ans maintenant. Mais le train le plus rapide au monde, au Japon, fonctionne grâce à des supraconducteurs, ouais. Par un jeu de lévitation, en gros, en faisant des très forts champs magnétiques par rapport au rail. Ouais. Toutes les IRM des hôpitaux sont en supraconducteurs. Je ne suis pas en train de dire que les supraconducteurs, ça ne servent à rien. Hein.
Je dis que ça n'a pas eu les mêmes applications que par exemple le transistor, quoi. Ouais, ouais. Mais Encore. à nouveau, oui, mais à nouveau, moi je m'en fous. Enfin, un chercheur en recherche fondamentale n'a pas à se justifier par les applications. Non, complètement. Il dit, moi je cherche parce que c'est intéressant de chercher là-dedans. Moi c'était de la recherche hyper fondamentale. Ce que j'ai fait, c'est vraiment comprendre la physique quantique à très basse température. Mon point de vue, c'est ça servira peut-être à rien plus tard, peut-être à d'autres gens auxquels on n'avait pas pensé, etc., etc. Un exemple, par exemple, c'est Piotr Zeeman, au début du XXe siècle, un Hollandais qui étudie la dégénérescence levée par un champ magnétique dans un objet quantique. Alors vraiment, ça sert à rien. Vraiment. Et si à l'époque, les types lui avaient dit, ah mais attends, nous on se fait en finance, il faut quand même qu'il y ait un truc au du compte, peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais quand même, et du temps de son vivant, ça n'a vraiment jamais servi à rien. Il se trouve que l'effet Zeeman, c'est ce qui est à la base de toutes les IRM des hôpitaux et qui détecte un certain nombre de tumeurs cancéreuses partout dans le monde par jour. Mais c'est arrivé 80 ans après. Donc à un moment donné, ouais, faut faire confiance à l'avenir et il faut dire, on va faire avancer nos connaissances et on verra bien. Et ça marchera pas, bah, content. C'est pas facile comme pari pour des sociétés en crise. Hein. Non. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu, je crois, une baisse de 256 millions ou 156 millions C'est ça. d'euros sur le budget de la recherche, là, annoncé pour des raisons techniques, ils disent, il y a 2-3 jours. Bon, c'est des choix de société. Et on arrive au numéro 20, que quelqu'un m'a volé. Où est mon ferrofluide? Donc je vous ai quand même amené un objet de laboratoire, je ne vous ai pas emmené de supraconducteur, mais je vous ai quand même emmené un ferrofluide. Faut pas que vous repartiez en vous disant, ok, on a vu des dés et puis des écouteurs d'iPod. Donc, le ferrofluide, vous avez vu, hein, et la question c'est ces pointes, et la forme de ces pointes, et la façon dont elles circulent dans ce liquide attiré par un aimant. Est-ce que ça c'est de la physique quantique ou pas? Alors, qui a répondu physique quantique, hein? Alors non, pas du tout. Là c'est juste un mélange de poudre magnétique et de colloïdes. Donc c'est un peu comme du vinaigre dans de l'huile, en gros, on va dire. Et ce qui fait les pointes, c'est en fait une compétition. C'est que le liquide, il a envie d'aller vers l'aimant, un peu comme la boussole de tout à l'heure, il est attiré par l'aimant. Mais en même temps, il a envie de former des bulles, normalement. Ça, c'est parce que c'est de l'huile dans du vinaigre, en gros, ou du vinaigre dans de l'huile. Donc il a envie de faire des petites gouttelettes, il n'a pas envie de se mélanger. Et en même temps, il y a la gravité qui le tire vers le bas. Et la compétition entre ces deux effets fait des pointes. Les pointes, c'est très très bon, en fait, il aimerait s'empiler complètement pour des raisons magnétiques face à l'aimant. Mais à un moment donné, la gravité lui dit tu retombes, et les gouttes lui disent essaye de faire des courbures, donc à la fin il fait ces espèces de jolies pointes. Donc on est un mélange de magnétisme et de matière molle là, qui n'a rien à voir avec la physique quantique. Mais c'est joli. Mais c'est joli. Alors est-ce que ça sert à quelque chose? Alors presque à rien, ça sert à faire des joints de haut-parleurs, des joints liquides de haut-parleurs, parce que dans le haut-parleur il y a des gros aimants, donc ça tient bien ce liquide là, donc c'est des joints liquides. Et il y a des gens, j'avais entendu ça, qui aimeraient bien s'en servir pour faire des médicaments qu'on puisse guider à distance. Hop, j'avale et puis avec mon aimant, et je l'emmène. Donc je sais qu'il y a des essais, des trucs dans ce sens-là, mais pour l'instant ça ne sert pas à grand-chose d'autre que, disons, un joli objet pour tester la compétition entre deux effets de science qui sont intéressants pour le coup, de magnétisme et puis de tension de surface. Alors, j'ai fini le quiz, donc là vous allez devoir faire l'addition des points. Vous mettez un score en bas, et évidemment vous allez rendre à la personne, le premier truc qu'elle va faire c'est revérifier l'addition. Comme pour tous les bons élèves qui se respectent, et qui vont râler après auprès du prof en disant vous m'avez oublié un point. Alors pendant ce temps, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets une petite lévitation supraconductrice pour que vous voyez la tête que ça a. Bon, on le note, il est moins classe que celui de Lexus, mais il est fait par des chercheurs. Hein. Et alors quand on monte dessus, on flotte à 2 cm du sol grâce à la physique quantique. Et on se casse la figure parce que ça frotte absolument pas. Donc on croit qu'on va y arriver comme sur un skate, et vu que ça frotte pas, on perd tous ses repères et on part en arrière. C'est pour ça qu'elle y va hyper prudemment. On a fait flotter 20 000 personnes sur ces skateboards supraconducteurs. Et qui a l'impression qu'il a un bon score devant lui? 15. Oh là, qui a mieux que 15? J'ai vu des 16 moi. 16. Waouh. Qui a mieux que 16? Hein? C'est 16 les gagnants, c'est qui les gagnants alors? Oh bravo, moi j'applaudis. Bravo. La conclusion, c'est la quantique, ça peut sembler mystérieux, ésotérique, ou alors hyper compliqué, ou alors des très mauvais souvenirs pour ceux qui en ont fait. C'est très mathématique, c'est très dur. Moi, je vous ai présenté que le beau côté des choses ici, et encore. Mais c'est une des sciences les plus importantes si on veut comprendre le monde qui nous entoure. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit se plonger dans les équations de physique quantique dès demain, je prêche pas ça. Mais les gens ne peuvent pas dire « Oh non, la quantique c'est trop compliqué, je ne veux pas en entendre parler ». Parce que si on veut considérer un peu tous les grands enjeux de société, par exemple, je sais pas, les énergies renouvelables, les cellules photovoltaïques, le nucléaire, toutes ces questions-là ont à faire avec la physique quantique. Et donc à un moment donné, pour se prononcer sur des grands enjeux de société, il faut avoir une vague idée de ce qu'est la physique quantique. Donc j'espère que vous ressortirez ce soir avec cette idée-là en tête. Merci.